La nuit où le jet de mon mari a décollé pour Paris avec sa stagiaire, ma carte a été refusée à l'épicerie. Il buvait du champagne au-dessus de l'Atlantique. J'étais assise par terre dans la cuisine avec des nouilles instantanées et des papiers de divorce. Un numéro étrange a appelé, une voix froide a dit qu'il était le père de la stagiaire. Il a demandé à parler à ma fille. Quand l'appel a pris fin, l'empire de mon mari était déjà en train de brûler. Je m'appelle Fed Bryant. J'ai 36 ans. Le caissier de l'épicerie ouverte toute la nuit ne me regarde même pas. Il se contente de toucher l'écran et de répéter la phrase, sa voix ennuyée. Refusé. Il est 23h45. Je suis debout sous les néons agressifs d'une bodega de l'Upper East Side, essayant d'acheter un paquet de pâtes et un sachet de nouilles instantanées. La carte que j'ai utilisée est la Centurion noire graphite, celle qu'Elliot insistait pour que je garde en cas d'urgence. Apparemment, cela ne compte pas d'essayer encore, dis-je, ma voix plus faible que je ne l'avais prévu. Il soupire et la passe à nouveau. La machine émet un petit pépiment pathétique. Refusé, madame. Je sors mon téléphone, mes doigts glissant sur le verre. L'application bancaire, celle qui est liée à toute notre vie, met un moment à se charger. Accès au compte joint refusé. Accès à l'épargne commune refusé. Accès au compte exécutif Foxbridge refusé. Un balayage froid et méthodique. Il ne s'est pas contenté de me couper les vivres. Il m'a effacé. Un mouvement sur la petite télévision accrochée au-dessus des tickets de loterie périmés attire mon attention. Le son est coupé, mais le chiron est d'un bleu éclatant. Potin financier. Et le voilà. Elliot Marlowe, mon mari, PDG de Foxbridge Meridian Group. Il sourit, ce sourire éclatant prêt pour les caméras qui a rapporté un demi-milliard de dollars l'année dernière. Il monte les marches métalliques étincelantes d'un Gulfstream G650. Sa main est placée fermement, possessivement, sur le bas du dos d'une femme beaucoup plus jeune. La caméra zoom. Lena Langford, la stagiaire de 22 ans. Elliot regarde la caméra comme s'il savait que je regarde. Lena, inconsciente ou arrogante, se contente de rejeter ses longs cheveux blonds en arrière. La légende apparaît en bas de l'écran. Expansion européenne de Marlowe, le PDG et l'étoile montante Langford se rendent à Paris. Je remets la carte noire inutile dans mon portefeuille. Je suis désolé, murmurai-je au caissier. J'ai oublié mon code PIN. J'abandonne les pâtes. Je garde les nouilles instantanées, payées avec le billet froissé de 20 $ que j'ai trouvé au fond de mon sac à main. Le retour à pied aux Pentouses fait 15 pâtés de maison. Le portier, Hector, hoche la tête respectueusement. Bonsoir, Madame Marlowe. Je me demande s'il sait que mon badge a été désactivé. Ce n'est pas le cas. Elliot est méthodique. Il veut que je rentre. Il veut que je voie la scène qu'il a préparée. L'ascenseur privé s'ouvre directement sur le foyer. J'ai conçu cet endroit, chaque centimètre carré. Le plancher en chaîne de récupération, le marbre Kakota, l'éclairage encastré doux et chaleureux destiné à rendre les baies vitrées intimes, même lorsqu'elles donnent sur le parc. Ce soir, cette lumière chaude semble chirurgicale, illuminant ma propre autopsie. C'est sur l'îlot de cuisine, une épaisse enveloppe en cuir crème estampillée du logo du cabinet d'avocat personnel d'Elliot, et non du cabinet qui représente Foxbridge. C'est différent. C'est propre. Mes mains sont parfaitement stables. J'en suis presque fier. J'ai brisé le seau de cire. Il n'y a pas de lettre, pas d'excuse, juste un document. Accord de séparation à l'amiable. Il fait 50 pages. Une simple feuille de papier, une impression d'un site web immobilier, est agrafée au recto. Il montre une liste d'appartements d'une chambre et de studios disponibles dans le Queens. Sous la liste se trouve un simple post-it jaune collé sur la première page de l'accord. L'écriture familière et agressive d'Elliot. 4 mots, je suis sûr que tu choisiras l'option mature. Mature, le mot qu'il utilise quand il veut dire silencieuse. Le mot qu'il utilise quand il est sur le point d'arnaquer quelqu'un. Comme s'il était convoqué, mon téléphone vibre violemment sur le comptoir en marbre. Et encore. Et encore. Une rafale rapide de mails, l'un après l'autre, s'empilant sur mon écran de verrouillage. Expéditeur, RH de Foxbridge Meridian. Objet, notification officielle. Suspension des fonctions. Objet, révocation urgente de l'accès. Objet, examen stratégique en cours. J'ouvre le premier.
Chère Miss Bryant, dans l'attente d'un examen de votre rôle actuel, vos fonctions exécutives et tous les accès au système sont temporairement suspendus, avec effet immédiat. Suspendus de l'entreprise que j'ai construite. L'entreprise que j'ai structurée, l'entreprise dont j'ai conçu toute l'infrastructure opérationnelle à partir de zéro dans notre premier appartement, à l'époque où Foxbridge n'était que Elliot, moi et un tableau blanc. La panique me frappe, puis une lourdeur physique dans ma poitrine. Je compose son numéro, directement sur sa messagerie vocale. Message l'utilisateur est en vol. Bien sûr, il est au-dessus de l'Atlantique. J'essaie sa secrétaire. Messagerie vocale. Je vais essayer le responsable juridique. Messagerie vocale. La purge est absolue. Mon pouce bouge tout seul, un réflexe d'autodestruction. Instagram. Je n'ai même pas besoin de chercher son nom. La story de Lena Langford est la première de la file d'attente, un cercle rose vif. Je tape dessus. C'est un boomerang, une flûte de champagne en cristal. Les bulles montent et descendent à l'extérieur de la petite fenêtre incurvée du G650. Le ciel est noir. Elle a tagué l'endroit, Hôtel Plaza Athénée, Paris. La légende, Paris, je suis à toi. J'ai jeté le téléphone. Il frappe le réfrigérateur Sub-Zero avec un craquement écœurant et tombe lourdement sur le sol. Je m'effondre, le dos contre l'acier froid, le sachet bon marché de nouilles instantanées serré dans ma main. Je suis une femme de 36 ans de l'Ohio, assise sur le sol chauffé d'un Pantouz à 20 millions de dollars, et je viens d'être renvoyée et divorcée par le biais d'un post-it. Le téléphone, face contre terre, se met à sonner. Le son est strident, violent dans le silence. Un numéro que je ne reconnais pas. Ce doit être la banque qui appelle pour m'informer de l'activité frauduleuse. Ou peut-être est-ce l'avocat d'Elliot, celui qui a rédigé l'option mature, qui appelle pour faire pression. Je rampe sur le sol, mes genoux éraflés sur la pierre italienne. Je ramasse le téléphone brisé. Allô. Ma voix est un croassement. Faites Bryant. La voix n'est pas celle d'un avocat. Elle est grave, rauque et froide comme un matin d'hiver. Elle possède une autorité qui n'a pas besoin d'être annoncée. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Auguste Langford. Le nom est suspendu dans l'air. Langford. Je connais ce nom. C'est l'un des originaux, un investisseur silencieux et important dans Foxbridge. L'argent derrière l'argent. L'homme poursuit, sa voix plate, précise. Je suis un investisseur principal dans la société de votre mari. Je suis aussi le père de Lena. Mon sang cesse de circuler. Je ne peux plus respirer. Lena, la stagiaire, sa fille. Je ne. Non, me coupe-t-il. Vous ne savez pas. Mais vous saurez. Je sais qu'Elliot Marlowe a gelé vos avoirs. Je sais qu'il a emmené ma fille à Paris dans un jet financé par l'un de mes comptes subsidiaires. Une pause. Je peux l'entendre respirer. Il n'a pas l'air en colère. Il a l'air intéressé. Cette combinaison d'événements, dit Auguste Langford, je la trouve plus intéressante qu'agaçante. Elle témoigne d'un profond manque de jugement de sa part et de celle de ma fille. Le silence s'étire. Je ne suis qu'un récepteur, un morceau de pierre au fond d'un puits. Alors, Madame Marlowe, faites, je n'ai qu'une seule question à vous poser. Voulez-vous qu'il revienne? Ou voulez-vous le voir ruiné à vos pieds? La question est si directe, si définitive. Elle coupe court à la panique. Elle me donne de l'air. Ruiné. Je regarde l'enveloppe en cuir sur le comptoir, la liste des studios dans le Queens, le post-it. Je pense à la flûte de champagne de Lena. Ma voix sort et cette fois, elle ne tremble pas. Elle est aussi froide que la sienne. Je suis trop fatigué pour demander à qui que ce soit de revenir. Mais j'ai encore assez d'énergie pour regarder quelqu'un tout perdre. Pour la première fois, un son brise son ton mesuré. C'est un rire, mais il est court et sec. C'est le bruit d'une porte de coffre-fort qui se ferme. Bien. C'est la bonne réponse. Alors à partir de ce moment, je veux que vous vous considériez comme ma fille, et une de mes filles ne dort pas dans la rue. Demain, nous commençons. La ligne se coupe. Je suis assise dans l'obscurité de la cuisine, le téléphone brisé toujours serré dans ma main. Mon reflet me regarde depuis la fenêtre obscurcie. Je suis toujours là. Je suis toujours Faites Bryant.
Je me lève. Je marche jusqu'à l'îlot et ramasse l'accord de séparation à l'amiable. Je lisse les pages, regardant l'offre insultante, la signature arrogante attendant ma reddition. Pour la première fois ce soir, un très fin, très froid sourire effleure mes lèvres. D'accord, je murmure à la pièce vide, à l'homme à 10 000 mètres au-dessus de l'océan. Très bien, voyons à quel point Paris peut coûter cher. Avant le Penthouse, avant les jets privés, avant que mon nom ne soit associé à Elliott Marlowe, il y avait l'Ohio. Ce n'était pas l'Ohio des cartes postales avec ses collines verdoyantes. C'était l'Ohio plat et gris des villes industrielles où l'air sentait le ciment humide et la rouille, et où la seule excitation était le match de football du vendredi soir ou la dernière série d'annonces de licenciement. Ma mère était infirmière diplômée et travaillait de nuit. Elle se déplaçait dans notre petite maison louée comme un fantôme, sentant l'antiseptique, le café rassis et un épuisement profond et viscéral. Mon père est parti quand j'avais 10 ans. Il n'est pas seulement parti. Il s'est évaporé. Il est sorti acheter des cigarettes et a disparu, laissant derrière lui une Ford Taurus sur laquelle il était endetté et une pile de factures de services publics sur le comptoir de la cuisine. C'est là que j'ai appris mes premières leçons de finance. Alors que les autres enfants apprenaient l'algèbre, j'apprenais à lire un avis de coupure. J'ai appris ce que signifiait le défaut de paiement. J'ai appris à négocier une prolongation de 30 jours avec un représentant de la compagnie d'électricité, ma voix aiguë et polie, faisant semblant d'être ma mère. J'ai appris que les contrats et les baux n'étaient pas des suggestions. C'étaient des pièges de fer. J'ai découvert que j'avais un esprit pour les systèmes. À 16 ans, je travaillais comme caissière au Mrs. Gable's Corner Market. C'était un magasin local en voie de disparition et je m'ennuyais. Alors j'ai commencé à regarder. J'ai observé les horaires de livraison, la façon dont elles commandaient les stocks, la façon dont les clients se déplaçaient dans les rayons au dos d'un sac en papier brun. J'ai dessiné un nouveau plan d'étage. J'ai construit un système d'inventaire simple dans un carnet volé. Je l'ai convaincu de déplacer les articles à forte marge, les sodas, les bonbons, vers l'avant, et le lait vers l'arrière. Ses bénéfices ont augmenté de 12% en 3 mois. Elle m'a donné un bonus de $50 et m'a dit que j'étais trop intelligente pour remplir les rayons. Je savais qu'elle avait raison. Je n'étais pas seulement motivé pour échapper à cette existence au jour le jour, de la main à la bouche. J'étais motivé pour comprendre et contrôler les systèmes qui la régissaient. Une bourse d'études complète et 3 emplois à temps partiel m'ont permis d'obtenir un diplôme en finance et un billet de bus aller simple pour Chicago. J'ai commencé en bas de l'échelle, dans le back-office d'une société de gestion immobilière de niveau intermédiaire. C'était le chaos. Il gérait de vieux bâtiments délabrés avec des structures de propriété enchevêtrées, des dossiers de locataires horribles et des livres qui semblaient avoir été tenus par un ivrogne. J'ai adoré ça. Je suis devenu la nettoyeuse. Il me confiait un portefeuille qui perdait de l'argent, un tas de violations du code et de locataires en colère. Je passais des semaines dans ce bureau sans fenêtre, à reconstruire toute l'opération à partir de zéro. Je démêlais les registres, renégociais les contrats avec les fournisseurs et automatisais les recouvrements de loyers. J'ai stabilisé les actifs. Je les ai rendus rentables. Ma réputation de nettoyeuse de déchets est la raison pour laquelle je me suis retrouvé à participer à un panel au Midwest Real Estate Investment Summit. J'avais 28 ans, la seule femme sur scène à ne pas tenir un microphone pour quelqu'un d'autre. Mon sujet était l'efficacité des processus opérationnels dans les portefeuilles de location multifamiliaux. Et au premier rang était assis Elliott Marlowe. Il était électrique, même assis immobile. Il semblait être en mouvement. Il avait ses cheveux à la Kennedy, une mâchoire qui semblait coupée avec précision et un costume qui coûtait plus que mon salaire annuel. Il était déjà une légende mineure, le jeune fondateur brillant du Foxbridge Meridian Group, qui connaissait une croissance rapide. Mais il ne faisait pas défiler son téléphone. Il ne chuchotait pas à un associé. Il me regardait. Et il prenait des notes. Quand je suis descendu de la scène, il a été la première personne à être là. Sa poignée de main était ferme, ses yeux fixés sur les miens. Elliott Marlowe, a-t-il dit. Foxbridge. Il n'a pas complimenté ma robe. Il n'a pas dit que je parlais bien. Il a dit, vos données sur la moyenne des coûts des fournisseurs par rapport à la fidélisation des locataires étaient brillantes. J'essayais de résoudre ce problème exact. Il a parlé pendant 20 minutes, non pas à moi, mais avec moi. Il a parlé de sa vision de la construction de logements de qualité pour la classe moyenne,
de la perturbation des promoteurs paresseux de la vieille économie qui laissaient leurs bâtiments pourrir. Il était passionné. Il était intelligent. Il était, je l'ai vu instantanément, une version parfaite de ma propre ambition. Mais avec une différence cruciale, il avait déjà le capital. Il avait l'accès. Je n'avais que les classeurs remplis de données. Notre romance s'est construite sur ces classeurs. Elle a éclos au cours de nuits tardives passées à consulter des feuilles de calcul dans mon minuscule studio d'habitation. Nous analysions les accords qu'il envisageait, et il écoutait, vraiment, pendant que je démontais la comptabilité imparfaite d'une cible d'acquisition. Il me faisait me sentir comme une partenaire, pas comme une conquête. Il attendait devant mon bureau dans la neige de Chicago, non pas dans une limousine tape à accent graveleuil, mais dans sa Jeep un peu déglinguée, juste pour me ramener chez moi dans mon bâtiment délabré. Il savait exactement quand se taire, quand faire des éloges et quand dire la seule chose que j'avais besoin d'entendre, tu es plus intelligente que tous ces gens, faites. Ils ne le savent tout simplement pas encore. Quand j'ai annoncé à ma mère que j'étais fiancé, il y a eu une longue pause au téléphone. J'entendais le faible clic de son briquet. Chérie, c'est merveilleux, a-t-elle finalement dit. Sa voix était joyeuse, mais tendue, comme un tissu trop étiré. Maintenant, écoute-moi. Je suis fier de toi. Mais tu ne seras jamais, jamais l'une d'entre elles. C'est une espèce différente. Tu ne fais que visiter leur monde. Alors sois intelligente. Garde ton propre compte bancaire. Et ne donne jamais, jamais tous les papiers à qui que ce soit, pas même à ton mari. J'ai ri. Je lui ai dit que c'était différent. Que c'était moderne. Que nous étions égaux. J'ai balayé ces paroles comme la peur d'une autre génération, les cicatrices d'une femme qui s'est retrouvée sans rien. Nous nous sommes mariés dans un complexe hôtelier du Colorado. Elliot appelait cela le luxe discret, ce que je pensais être mon goût. Rétrospectivement, je vois que chaque choix, des fleurs sauvages au menu, avait été doucement, savamment guidé par Elliot et son équipe de planificateurs. C'était mon goût, tel qu'approuvé par sa marque. Les photos du mariage étaient cinématographiques. Nous ressemblions à un couple américain heureux, puissant et nouveau. Mais je me souviens des visages de ces investisseurs, les hommes de la vieille finance de New York et de Boston qui se tenaient de son côté de l'allée. Ils me souriaient, mais leurs yeux étaient scrutateurs. Ils ne regardaient pas un nouveau partenaire dans l'entreprise. Ils regardaient la femme intelligente d'Elliot, un accessoire compétent et attrayant qu'il avait déniché dans le Midwest. Le contrat prénuptial est arrivé par email de son avocat une semaine avant le mariage. Il a été présenté comme une formalité standard. C'était un massacre. Il était conçu pour me maintenir entièrement séparé de Foxbridge. Si nous divorcions, je recevrais une indemnité de départ, comme une employée licenciée. L'avertissement de ma mère, ne donne jamais tous les papiers à qui que ce soit, résonnait dans mes oreilles. J'ai refusé de signer. Elliot était stupéfait. Nous avons une autre première vraie dispute. Je n'ai pas pleuré ni crié. J'ai négocié. J'étais assise en face de lui dans son bureau de grande hauteur, avec la ligne d'horizon de Chicago derrière lui, et j'ai exposé mon cas. J'ai utilisé la même logique froide que celle que j'utilisais avec les entrepreneurs en plomberie. Si mes systèmes opérationnels doivent être l'épine dorsale de la croissance de cette entreprise, ai-je dit, alors je suis une fondatrice, pas la femme d'un employé. Je ne signe pas ça. Il a fallu 3 jours. Les arguments étaient calmes, précis et brutaux. J'ai exigé une clause, non seulement pour une indemnité, mais aussi pour des actions. Un pourcentage échelonné spécifique du Foxbridge Meridian Group acquis immédiatement au moment du mariage, avec une acquisition supplémentaire liée à des indicateurs de performance que je savais pouvoir atteindre. Finalement, il a cédé. Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux parfaits. Très bien, faites. Très bien, si ça te rassure. Sa voix était à nouveau douce, celle du fiancé aimant. Mais ses yeux, pour la première fois, je l'ai vu. Ce n'était pas de la colère. C'était de l'agacement. C'était le froid éclair d'irritation que l'on voit quand une affaire que l'on pensait être une aubaine devient soudainement plus chère. J'ai signé le document révisé, l'encre lourde sur la page. Je me sentais victorieuse. Je pensais avoir assuré ma place, avoir gagné un pied d'égalité dans un mariage moderne. Je n'avais aucune idée que je venais de signer le document le plus important de ma vie. Je n'avais pas seulement négocié un contrat. Je venais d'armer l'arme qui, des années plus tard,
serait la seule chose qui me resterait pour me sauver. Nous avons déménagé à New York 2 ans après le mariage. Foxbridge Meridian Group occupait 2 étages dans une tour de verre et d'acier surplombant Central Park. Mon nom était gravé sur une porte en verre dépoli. Faith Bryant, directrice des opérations internes. C'était un titre conçu pour paraître secondaire, administratif, un travail de femme. Le vrai travail était bien différent. Elliott était un visionnaire, un vendeur brillant qui pouvait charmer une salle pleine de milliardaires sceptiques pour financer un rêve. Mais lui et ses partenaires étaient des agents du chaos. Ils fonctionnaient au charisme, aux poignées de main et à l'adrénaline. Ils laissaient derrière eux un sillage de feuilles de calcul brisées, de contrats à moitié exécutés et de cauchemars opérationnels. J'étais la nettoyeuse, mais j'étais aussi l'architecte. Pendant qu'Elliott donnait des discours, j'étais dans les tranchées. J'ai conçu l'ensemble du système de contrôle interne de l'entreprise à partir de zéro. J'ai créé les tableaux de bord de reporting financier qui nous permettaient de voir réellement où allait l'argent en temps réel. J'ai personnellement renégocié nos contrats cadres avec nos 3 principaux fournisseurs de construction, ce qui nous a permis d'économiser immédiatement 8 chiffres. Notre rentabilité n'a pas seulement augmenté, elle s'est stabilisée. L'entreprise, autrefois une start-up à haut risque, est devenue un actif fiable. Mais dans les présentations aux investisseurs, j'étais un accessoire. Elliott se tenait dans la lumière du soleil qui traversait les baies vitrées, tout en énergie et en magnétisme. Il me désignait du geste, assise à la longue table en acajou. Et voici ma femme, Faith, disait-il avec ce sourire désarmant. Elle s'occupe de notre côté interne. Elle fait en sorte que la lumière reste allumée. Faire en sorte que la lumière reste allumée. La salle du conseil d'administration était l'endroit où l'effacement était le plus complet. Je présentais une analyse détaillée de 40 diapositives sur l'exposition au risque dans nos nouveaux portefeuilles. Je répondais à quelques questions polies. Puis l'un des membres les plus âgés du conseil d'administration, tous des hommes, tous âgés de plus de 50 ans, hochait la tête et tournait tout son corps pour faire face à mon mari. Bonne donnée, Elliott. Alors, quelle est ta stratégie ici? Mon analyse est devenue bonne donnée. Sa supposition est devenue la stratégie. Pire encore, Elliott est devenu un expert dans l'absorption de mes contributions. J'étais dans une réunion de développement, commençant à définir un nouveau processus de diligence raisonnable. Et si nous standardisions les rapports d'impact environnemental avant l'acquisition? C'est une excellente idée, chérie, intervenait Elliott, doux comme de la soie, en posant une main sur mon épaule. C'est exactement ce que mon équipe et moi étions en train de mettre en œuvre. Heureux que nous soyons sur la même longueur d'onde. Il me regardait avec des yeux aimants et collaboratifs tout en me volant l'idée de la bouche. Je n'étais pas seulement sa femme. J'étais son groupe de réflexion interne non crédité. Foxbridge a grandi. Nous nous sommes étendus à des projets résidentiels écologiques haut de gamme à New York et à Miami. Plus d'argent, plus de personnel, plus de complexité et plus d'ombre. En tant que responsable des comptes, j'ai commencé à voir des choses qui ont fait se contracter mon estomac formé dans l'Ohio, des honoraires de conseil, massifs, versés à des LLC dans le Delaware ou dans les Caraïbes qui n'avaient pas de site web, pas de personnel, pas de produits discernables. J'ai vu des virements électroniques pour des coûts de pré-développement sur des projets qui n'existaient même pas encore. J'en ai parlé à Elliott un soir dans la beauté stérile de notre pentouse. J'avais les imprimés. Elliott, qui sont Crestview Strategic Partners. Nous leur avons versé plus de $2 millions ce trimestre. Il n'a même pas levé les yeux de son iPad. Il a ri. C'était un son doux et condescendant. Chérie, tu t'inquiètes trop. C'est juste comme ça que les affaires fonctionnent. C'est le prix d'entrée sur ces marchés. Ça ressemble à une caisse noire, ai-je dit, ma voix plate. Il a finalement levé les yeux vers moi, ses yeux soudainement froids. Le charme s'est éteint. Alors arrête de regarder ça, Faith. Concentre-toi sur tes tableaux de bord. Tu es la meilleure opératrice que je connaisse. Laisse-moi gérer la stratégie. C'était un compliment enrobé d'un commandement, reste dans ton couloir. Au début, il était mignon à propos de notre succès. Il m'a laissé avoir le contrôle total sur la conception du Pentouse. Il m'a encouragé à planifier des vacances fastueuses. Il adorait raconter à la presse notre histoire, l'ascension sociale, la brillante fille du Midwest qui a capturé le cœur du visionnaire. De la ville industrielle à Park Avenue, pouvait-on lire dans le profil flatteur d'un magazine. Mais peu à peu, cela a changé.
Le contrôle s'est resserré. Faisons valider cet itinéraire de vacances par l'équipe des relations publiques, disait-il. Nous devons nous assurer qu'il correspond à la marque. Ou encore, je préférerais que tu ne portes pas ce créateur au gala. Ils ne sont pas en phase avec notre nouvelle initiative verte. Ma vie, mes choix, même ma garde-robe sont devenus sujets à approbation, non pas d'une équipe de relations publiques, mais de lui. Les réunions du conseil d'administration étaient une masterclass de misogynie polie. J'étais toujours la seule femme à la table. Il ne me saluait pas avec des questions sur les projections trimestrielles, mais avec des commentaires. Faites, cette robe bleue que tu portais au gala la semaine dernière était spectaculaire. Ma femme me posait des questions à ce sujet. J'ai appris à sourire, un sourire crispé et exsangue. J'ai appris à dire « merci, Howard ». Et puis à pivoter immédiatement. Si vous passez à la page 4, vous verrez l'analyse du coût par unité. Je présentais mes données parfaitement et je regardais ensuite les autres se tourner vers Elliot pour la décision. Ce n'était pas un seul moment. C'était 1000 petites coupures. C'était la prise de conscience que je vivais dans une cage dorée. J'avais le pantouse, le chauffeur, les vêtements, mais je n'avais aucun pouvoir. La voix de ma mère m'est revenue claire comme une cloche à travers les années. Ne donne jamais tous les papiers à qui que ce soit. Alors, j'ai pris une habitude, un rituel secret. Dans le silence de mon bureau, longtemps après le départ de mon assistant, j'ai commencé à constituer des archives. Pour chaque contrat important que j'ai examiné, chaque accord de partenariat, chaque virement électronique qui me semblait suspect, j'en ai fait 2 copies. L'une est allée dans le système de classement officiel basé sur le cloud. La seconde, une copie papier, a été imprimée, paraphée par moi avec la date à laquelle je l'ai examinée, et placée dans un dossier. Ce dossier est rentré à la maison avec moi. Il est allé dans un coffre-fort ignifugé que j'avais fait installer à l'arrière de mon placard sur mesure, caché derrière une rangée de manteaux en cachemire. J'ai transféré les emails suspects vers une adresse privée cryptée que j'avais créée. J'ai enregistré les journaux de discussion. J'ai fait des captures d'écran des calendriers de réunions qui ont été supprimés plus tard. Je ne planifiais pas une guerre. Je documentais simplement la vérité. Je m'assurais que si le pire jour arrivait, je ne serais pas la femme qui se retrouve sans rien. Le début de la fin s'appelait Europa Vista Residential. C'était le nouveau bébé d'Elliot, un fonds massif d'1 milliard de dollars destiné à acquérir des propriétés de luxe en Europe. Il m'a appelé dans son bureau. Il était assis sur le bord de son bureau, pas derrière, une manœuvre étudiée pour montrer qu'il était décontracté, un partenaire. Faites, a-t-il dit, sa voix pleine d'une fausse inquiétude, je suis inquiet de l'image que cela donne que tu sois directrice de l'exploitation et que je sois PDG. Le lancement de ce nouveau fonds international pourrait apparaître comme un conflit d'intérêts à nos nouveaux investisseurs européens. Ils sont très à l'ancienne. Qu'est-ce que tu proposes, ai-je demandé. Je pense qu'il est temps de t'élever, a-t-il dit en souriant, l'image d'un mari fier. Nous créons un nouveau rôle pour toi, conseillère stratégique non exécutive. Tu seras libérée de la routine quotidienne. Tu auras le temps de te concentrer sur la vue d'ensemble et sur la maison dans les Hantons. Tu l'as mérité. Cela ressemblait à une promotion. C'était un assassinat en entreprise. Cela signifiait que j'étais exclu du comité de direction. Cela signifiait que j'étais retiré de toutes les autorisations bancaires. Cela signifiait que mon accès au système serait rétrogradé. J'étais déplacé de la salle des machines vers le pont d'observation où je pouvais regarder mes pas dirigés. J'ai réalisé avec une clarté qui ressemblait à l'ingestion de glace que sur chaque photo officielle, je ressemblais à un accessoire de bon goût. Dans chaque document juridique, mon nom était toujours sur une ligne séparée, plus petite, en retrait, imbriquée sous les mots femme d'Elliot Marlowe. J'ai commencé à me poser la question, celle que j'évitais, si j'étais poussé vers la sortie demain, qu'est-ce que j'aurais? Une collection d'art? Des robes chères et un CV que tout le monde à New York croirait être un cadeau de mon mari? Je n'étais pas une partenaire. Je n'étais même pas une employée. J'étais un agrément beau, bien entretenu et très utile. Le programme d'été de MBA pour stagiaires était un rituel annuel chez Foxbridge. C'était le projet préféré d'Elliot, un moyen de fidéliser et, plus pratiquement, de trouver une main-d'œuvre bon marché et brillante parmi les enfants de nos investisseurs. Ils sont arrivés par vagues en costume sombre et avec ambition, tous désespérés d'impressionner. Cette année, l'une d'entre eux s'est immédiatement démarquée. Elle s'appelait Lena Langford.
Elle avait 22 ans avec le genre de beauté polie et naturelle qui vient de générations d'argent. Elle était intelligente, rapide et elle rayonnait d'une confiance qui frôlait l'arrogance. Elle savait jouer le jeu. Elle savait comment parler au pouvoir. Elle était la fille d'Auguste Langford, l'un de nos investisseurs institutionnels les plus importants et les plus discrets. Elliot, invoquant la nécessité d'encadrer personnellement nos talents de haut niveau, l'a affectée à travailler directement avec lui. Au début, je l'observais avec un intérêt détaché. Elle était une version plus jeune, plus brillante, plus audacieuse de moi-même, mais une version qui n'avait jamais eu à lire un avis de coupure. Elle ne s'était jamais inquiétée d'une facture d'épicerie. J'admirais presque son audace. Cette admiration a tourné au vinaigre et s'est éteinte environ 3 semaines plus tard. Mon rôle de conseillère me donnait toujours un accès passif au calendrier et à la boîte de réception d'Elliot. C'était une nécessité professionnelle, du moins c'est ce que je me disais. J'ai commencé à les voir, des emails horodatés à 1h du matin, puis à 2h du matin. Les sujets étaient masqués par un jargon commercial, idées révolutionnaires, pensées de minuit sur le projet de Miami. Le contenu était tout sauf ça. Ces emails étaient haletants, obséquieux, pleins d'éloges pour sa vision. Ces réponses, venant d'un homme qui croyait notoirement que les points d'exclamation étaient un signe d'esprit faible, étaient parsemés d'émojis, un visage clignant de l'œil, un verre de champagne qui teinte. Ce n'était pas professionnel. C'était intime. C'était un langage que je reconnaissais, mais qu'il n'avait jamais utilisé avec moi, pas même à nos débuts. La vraie limite a été franchie lors d'un gala de réseautage pour le fonds Europa Vista. C'était un événement sur le toit d'un immeuble à Midtown, l'air était lourd de l'odeur du gin coûteux et du murmure discret des affaires. J'étais coincé à parler à un banquier des courbes de rendement quand je les ai vus de l'autre côté de la pièce. Elliot présentait Lena à un investisseur suisse, un homme dont nous avions désespérément besoin. Elliot avait sa main dans le bas de son dos. Ce n'était pas un contact bref et poli pour lui indiquer le chemin. Sa main reposait là, les doigts écartés, son pouce bougeant occasionnellement en un petit cercle possessif. C'était un geste de possession, déguisé en mentorat. J'ai ressenti une soudaine nausée froide. C'était le même homme qui avait horreur de l'affection publique, qui disait toujours qu'il détestait les contacts sur le lieu de travail. Il la guidait, la montrait. Et l'investisseur suisse regardait d'Elliot à Lena avec un sourire narquois indulgent. Il ne voyait pas une stagiaire brillante, il voyait le package de bonus. J'ai attendu que nous soyons à la maison, dans la vaste cathédrale silencieuse de notre Pentouse. J'ai gardé une voix parfaitement neutre. Elliot, je pense que les emails tardifs avec Lena dépassent les bornes, et la toucher comme ça à l'événement de ce soir était inapproprié. Je n'ai pas accusé, j'ai constaté un fait. Il était en train de verser un scotch. Il s'est arrêté, s'est retourné, puis il a ri. C'était un son doux, apitoyant. Il s'est approché de moi, a embrassé mon front et a caressé mes cheveux. C'était un geste destiné à apaiser un enfant hystérique. Chérie, dit-il, sa voix étant une bombe de condescendance, est-ce que tu deviens jalouse d'une stagiaire? C'est une gamine. Faites, elle a à peine l'âge de louer une voiture. Il a soutenu mon regard, ses yeux pleins d'une sincérité travaillée. Tu me connais. Elle est juste intelligente et elle est enthousiaste. Je la conseille. C'est tout. S'il te plaît, ne rends pas ça bizarre. Ma suspicion n'a pas seulement été rejetée, elle a été diagnostiquée. C'était mon problème, ma jalousie, mon insécurité. Il avait pris mon observation valable et l'avait transformée en un échec personnel. J'étais victime de gaslighting dans mon propre salon. Alors que cette érosion personnelle s'accélérait, l'érosion professionnelle s'est accélérée aussi. Notre directeur financier, Gerald Ince, un homme qui s'immolerait par le feu si Elliot lui disait que c'était bon pour les chiffres trimestriels, a demandé une réunion. Il était assis en face de son bureau, visiblement nerveux, faisant traîner des papiers. Faites, nous faisons de l'optimisation structurelle, a-t-il commencé, évitant mes yeux. Le conseil d'administration veut rationaliser nos principaux comptes de trésorerie pour l'expansion européenne. Des virements plus rapides, moins de paperasse. Il a poussé une pile de documents juridiques vers moi. C'est juste une nouvelle exigence réglementaire. Nous devons retirer les principaux comptes de capital du protocole de double signature et consolider l'autorisation. J'ai parcouru la page. Mon nom, le co-signataire de tous les principaux comptes de Foxbridge, était en train d'être supprimé. J'étais coupé du flux d'argent. Pourquoi?
Gérald, ai-je demandé, ma voix étant plate. Nouvelle réglementation bancaire, a-t-il dit, le mensonge étant mince et prêt. Notre avocat externe l'a confirmé. C'est juste une formalité. Nous avons juste besoin de votre signature pour approuver le changement. La paperasse était parfaite. Les justifications juridiques étaient denses et plausibles. J'avais été déplacé vers un rôle non opérationnel. Mon refus aurait l'air mesquin, obstructif. Je n'avais aucune raison de me battre. Mais mon rôle de conseillère, la cage dorée qu'Elliott avait construite pour moi, me donnait toujours accès au tableau de bord financier de haut niveau que j'avais personnellement conçu. Je ne pouvais plus signer les chèques, mais je pouvais toujours voir où ils allaient, et ils allaient dans les Caraïbes. J'ai vu une série de nouvelles SPV, sociétés à usage spécial, apparaître sous le fond Europa Vista, des sociétés écrans basées dans les îles Caïmans et les îles Vierges britanniques. C'était une pratique courante à des fins fiscales. Ce qui n'était pas courant, c'était la quantité d'argent qui y affluait. Ces sociétés écrans étaient financées par des montants dépassant de loin la valeur des projets auxquels elles étaient censées être liées, des millions, des dizaines de millions, juste là, étiquetés comme « réserve de capital » ou « frais de développement futur ». J'ai confronté Elliott dans son bureau. Cette fois, il n'a pas ri, et il n'a pas essayé de m'apaiser. Ses yeux sont devenus plats et froids. « Faites, je t'ai dit de me laisser gérer la stratégie », a-t-il dit, sa voix basse et aiguë. « Tu n'es pas une auditrice. Tu es ma femme. Arrête de creuser. Tu n'aimeras pas ce que tu trouveras dans cette affaire. » Ce n'était pas un avertissement, c'était une menace. La dernière pièce du piège s'est mise en place par accident. Une assistante administrative qui transférait une longue chaîne de mails concernant la planification a oublié de supprimer l'historique. L'email original, enfoui au fond, provenait d'Elliott à notre chef du contentieux, envoyé il y a 3 semaines. L'objet était « Atténuation des risques liés à FET ». Mon sang s'est glacé. Je l'ai lu et relu. Elliott discutait de mon nouveau rôle non exécutif. Il demandait à l'avocat d'examiner notre contrat de mariage pour trouver des moyens de minimiser notre exposition si FET décidait un jour de quitter l'entreprise. Et puis la phrase qui a arrêté mon cœur, « Elle résiste à la nouvelle structure », avait écrit Elliott. Trouver un moyen de faire fonctionner les choses. Il est préférable de lui faire signer une partie des documents relatifs à la responsabilité au cas où. Nous avons besoin d'elle si les organismes de réglementation de l'UE deviennent agressifs. Gardez-la sous le coude. Il ne se contentait pas de me pousser vers la sortie. Il ne se contentait pas de me tromper. Il construisait méthodiquement et habilement un pare-feu de mon corps. Il me préparait à être le bouc émissaire pour les comptes des Caraïbes. Si tout tournait mal, l'épouse mécontente qui supervisait les opérations serait celle qui en assumerait les conséquences. Le sentiment d'être acculé, d'être gazé pendant que la maison était incendiée, était suffocant. Mais je viens de l'Ohio. Je viens d'une mère qui travaillait de nuit. Nous ne sommes pas fragiles. Cette nuit-là, j'ai cessé d'être une épouse. Je suis devenu archiviste. Je suis allé au bureau un samedi, en disant à l'agent de sécurité que j'avais un projet à terminer. J'ai utilisé mes identifiants de haut niveau restants. J'ai commencé à tout télécharger. J'ai copié 8 ans de données des serveurs internes sur une série de disques durs cryptés. J'ai enregistré les journaux d'accès au système. J'ai pris des captures d'écran haute résolution des virements vers les comptes des îles Caïmans. J'ai extrait tous les emails qu'Elliott pensait avoir supprimés du serveur Exchange. J'ai même rencontré une vieille amie de l'université pour déjeuner, une femme qui était maintenant associée dans un grand cabinet d'avocats spécialisé dans les valeurs mobilières. Je suis resté vague. Hypothétiquement, ai-je dit en remuant mon thé glacé, quelles sont les protections des dénonciateurs pour un cadre qui soupçonne une comptabilité créative dans un fonds privé? Elle m'a regardé, les yeux perçants. Hypothétiquement, a-t-elle dit, la personne qui le signale en premier avec des mains propres obtient l'immunité. La personne qui attend est qualifiée de co-conspiratrice. Cette nuit-là, je me suis tenu dans notre vaste salle de bain principale, les murs recouverts de marbre italien à livre ouvert. Je me suis regardé dans le miroir. Je portais un chemisier en soie qui coûtait $1000. Mes yeux étaient sombres, affaiblis par le manque de sommeil. J'avais passé la semaine dernière non pas en tant qu'épouse, mais en tant qu'experte comptable judiciaire. J'ai regardé mon reflet, et j'ai posé la question à voix haute dans la pièce vide et résonnante, suis-je juste la secrétaire de mon propre futur procès? Je ne planifiais pas de vengeance. Pas encore.
La pensée était trop grande. Je prévoyais de survivre. Je m'assurais que si et quand Elliot Marlowe décidait de me pousser hors de sa vie, il trouverait mes mains fermement agrippées à ses chevilles. L'annonce officielle est venue par le biais d'une note à l'échelle de l'entreprise, sommet stratégique européen de Foxbridge. Elliot dirigerait une petite équipe agile pour rencontrer des investisseurs stratégiques clés pour le nouveau fonds Europa Vista. L'itinéraire ci-joint énumérait les membres de l'équipe: Elliot Marlowe, PDG, David Chen, vice-président principal des marchés financiers, Elena Langford, stagiaire MBA. La justification était une seule ligne insultante: fournir une occasion d'apprentissage de haut niveau à nos talents émergents. J'étais toujours techniquement la conseillère stratégique non exécutive. J'étais aussi techniquement sa femme. J'ai demandé une réunion. Je n'ai pas attendu de réponse. Je suis entré dans son bureau. Il était au téléphone, regardant le parc. Il m'a fait signe d'attendre, levant un doigt. Je n'ai pas attendu. J'ai fermé la porte violemment. Le bruit l'a fait tressaillir. Il a raccroché. Faites, je suis en train de. Tu emmènes une stagiaire à Paris, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Lors d'un voyage de collecte de capitaux au lieu de ta cofondatrice. Il a soupiré, adoptant son personnage de mari patient. Chérie, nous en avons déjà parlé. Tu es non opérationnel maintenant. Cela enverrait un message confus. On aurait l'impression que tu me remets en question. J'ai besoin que tu sois ici pour tenir le fort. C'est toi en qui j'ai confiance pour garder l'équipe calme pendant mon absence. Il m'a souri, ce faux sourire reconnaissant et manipulateur. C'était le même sourire qu'il utilisait avec le conseil d'administration. Il me traitait comme une simple employée à gérer. Je ne tiens pas le fort, Elliot, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Je suis la personne qui a construit le fort. Tu emmènes ta petite amie en voyage d'affaires et tu le dépenses pour nos investisseurs. Le sourire a disparu. Son visage est devenu vide, puis froid. Tu es hystérique et tu as tort. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai un fonds à lancer. La veille de son vol, la dernière lame est tombée, un email des RH, intitulé « Mise à jour importante réévaluation du rôle ». C'était un chef-d'œuvre de jargon juridique d'entreprise. Compte tenu de la nouvelle orientation stratégique, et afin d'éviter davantage tout conflit d'intérêts potentiel, ton rôle de conseillère stratégique sera restructuré. J'ai fait défiler les justifications jusqu'aux nouvelles conditions, période de conseil non rémunérée de 6 mois, en attendant un examen complet de la structuration interne. Non payé. Ils l'avaient fait. Ils avaient légalement, proprement et méthodiquement coupé mon dernier lien avec la masse salariale de l'entreprise. Je n'étais plus une dirigeante. Je n'étais plus une conseillère rémunérée. J'étais juste, à leurs yeux, une épouse. Et Elliot était sur le point de s'occuper de ça aussi. Le soir où il est parti pour l'aéroport, il est rentré à la maison pendant exactement 15 minutes. J'ai entendu sa clé dans la porte. Il est entré à grandes enjambées, non pas en tant que mari, mais en tant qu'homme ayant un emploi du temps à respecter. Il était déjà en train d'enlever sa cravate. Il ne m'a pas regardé alors que j'étais debout dans la cuisine. Vol dans 2 heures, a-t-il dit, en allant directement au dressing principal. J'ai entendu la douche s'ouvrir, un sifflement à haute pression. Il était sorti en 5 minutes, une serviette autour de la taille, vérifiant déjà son téléphone. Il s'est habillé dans l'obscurité du placard, costume neuf, noir, parfaitement taillé. Il est revenu dans le salon, emballant sa trousse de toilette, le parfum de son eau de Cologne chère, celle que je lui avais achetée, a rempli l'air. C'était une odeur que j'assimilais autrefois à la sécurité. Maintenant, ça sentait juste une sortie. Alors, c'est tout, ai-je dit. Non payé. Il a fermé sa valise. Il n'a pas levé les yeux. C'est pour le mieux. Faites nettoyer les choses. Il s'est dirigé vers l'îlot de cuisine, celui que j'avais sculpté dans un seul bloc de marbre. Il a placé une épaisse enveloppe en cuir de couleur crème sur le comptoir, celle de son cabinet d'avocat personnel. C'est l'option mature, a-t-il dit. Je savais exactement ce que c'était, le projet de mon cauchemar. L'accord de séparation. Tu divorces de moi. Nous nous séparons, a-t-il corrigé, en me regardant enfin. Ses yeux étaient plats, ennuyés. C'était le dernier élément de sa liste de contrôle avant le vol. Je t'offre une rupture nette, une rupture généreuse, étant donné. Il s'est arrêté.
C'est une offre conditionnelle. Tu signes l'accord de confidentialité. Tu quittes le Penthouse. Tu seras bien prise en charge, mais l'offre expire dans 7 jours. Après cela, nous utiliserons les autres options. Je l'ai regardé, l'homme avec qui j'avais construit une vie, l'homme que j'avais tiré du chaos et à qui j'avais donné un empire structuré. Quelles autres options, Elliot? Celle où tu m'as accusé des contes des Caraïbes? Son visage n'a pas bronché, mais ses yeux se sont durcis. Je savais que tu étais en train de creuser. Tu aurais dû t'arrêter quand je te l'ai dit. Il a ramassé sa mallette. Je te donne une belle sortie tranquille, faite. Je te donne la chance de disparaître. Saisis-la. Sois intelligente. Ne sois pas la personne de l'Ohio en ce moment. Ça ne te va pas, il s'est dirigé vers l'ascenseur. Il n'a pas dit au revoir. Il ne s'est pas retourné. Les portes en acier brossé se sont refermées. Je suis resté dans le silence, mon cœur battant contre mes côtes. J'ai ramassé l'enveloppe. Je ne l'ai pas ouverte. Je suis allé à mon ordinateur portable. J'avais une facture d'électricité, une petite pour mon site web personnel, à payer aujourd'hui. Je me suis connecté, j'ai entré les détails de l'Amex conjointe. Paiement refusé. J'ai essayé la carte de débit conjointe, refusé. J'ai ouvert l'application bancaire. Accès refusé. Accès refusé. Accès refusé. Il n'avait pas seulement mis les papiers sur la table. Il avait déclenché les accusations en partant l'épicerie. Tout cela faisait partie du plan, mes propres économies. J'avais un petit compte courant d'avant de le rencontrer. J'avais reversé chaque centime de mon salaire dans les fonds de Foxbridge, croyant que c'était notre entreprise, notre avenir. J'avais moins de $5000 à mon nom. Je n'ai pas paniqué. Je suis devenu méthodique. Je suis allé à mon placard, pas aux robes. Je suis allé au coffre-fort caché derrière les manteaux. J'ai sorti les disques durs, les classeurs de fichiers imprimés. Je les ai mis au fond d'un grand sac de sport d'apparence anonyme. J'ai emballé une semaine de vêtements simples, jeans, pulls, mes chaussures de course. J'ai pris mon ordinateur portable, mon téléphone personnel et le téléphone jetable que j'avais acheté il y a 2 semaines. Je suis sorti du Penthouse. Je ne me suis pas retourné. J'ai pris l'ascenseur de service jusqu'au garage, en passant devant la rangée d'escalade noire et ma propre Range Rover garée. Je suis monté dans la seule voiture qui était légalement à mon nom, une berline Audi de 4 ans. Je suis sorti de Manhattan par le tunnel et j'ai pris la New Jersey Turnpike. J'ai conduit pendant 1 heure jusqu'à ce que la ligne d'horizon de la ville ne soit plus qu'une tache de lumière dans mon rétroviseur. Je me suis arrêté à une sortie qui annonçait « Nourriture au logement ». Je l'ai trouvé, le Travelers Lodge. Il avait une enseigne au néon clignotante, et la plupart des places de stationnement étaient occupées par des camions long courrier. J'ai payé en espèces pour une nuit. La chambre sentait l'eau de Javel, la fumée rance et le désespoir. La moquette était collante. Le couvre-lit avait une brûlure de cigarette. Il y a 2 heures, j'étais debout dans un Penthouse de $20 millions. J'ai verrouillé le pen dormant et la chaîne. Je me suis assise sur le bord du matelas affaissé. J'ai appelé Sarah, mon ancienne collègue de Chicago, la seule personne en qui j'avais encore confiance. « Mon Dieu, Fête, où es-tu » murmura-t-elle, la voix aiguë de panique. « Le bureau est en folie. Ils viennent d'annoncer ton congé sabbatique. »« Il est parti à Paris » dis-je. « Il m'a coupé. Il a laissé des papiers. »« Viens chez moi » dit-elle aussitôt. « J'ai une chambre d'amis. On va trouver une solution. On va prendre un avocat. » Je regardais le plafond taché d'eau. « Je ne peux pas. S'il fait ça, il te surveille. Il surveille tout le monde. Je dois être quelque part où personne ne sera touché par les éclats d'obus. » Je raccrochai, promettant de rappeler. J'étais en zone de guerre maintenant. Je devais considérer chaque ami comme un risque. Chaque mouvement était surveillé. L'épuisement me frappa comme un coup physique. Je me suis allongé sur l'oreiller bosselé, toujours habillé. J'ai sorti mon téléphone, une impulsion stupide et autodestructrice. Instagram. La story de Lena Langford était nouvelle, postée il y a à peine 30 minutes. Elle était à l'Opéra à Paris. Un cliché du grand plafond doré, la légende, travaille dur, amuse-toi encore plus. À ce moment précis et accablant,
une notification par email s'est affichée sur mon écran. Elle provenait d'un serveur juridique automatisé, de l'avocat personnel d'Elliott, avec pour objet, proposition de séparation à l'amiable, urgente. L'enveloppe que j'avais laissée sur le comptoir de la cuisine, maintenant numérisée, livrée à mon exil, un PDF, une horloge d'expiration de 7 jours. Je fermais les yeux. L'humiliation était totale. La chambre bon marché, l'odeur, le post Instagram de mauvais goût, la froide menace juridique. J'étais une idiote, une femme intelligente de l'Ohio qui s'était laissée transformer en une épouse stupide et impuissante. Je lançai le téléphone à travers la pièce. Il heurta le bureau en panneau de particules avec un fracas. Je suis resté allongé dans le silence dans l'obscurité pendant 2 bonnes minutes, juste à respirer. Puis le téléphone sur le bureau s'est allumé. Ce n'était pas un email. C'était un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Mon cœur s'est arrêté. Je l'ai regardé fixement. Il a sonné à nouveau. Une prémonition. Une sensation froide et électrique me parcourut l'échine. Ce n'était pas un avocat. Ce n'était pas une banque. C'était autre chose. Je me suis levé, les jambes tremblantes, et j'ai traversé la pièce. J'ai décroché le téléphone. Bonjour, Fed Bryant. La voix était profonde, froide et pleine d'une puissance que je n'avais jamais entendue auparavant. Oui. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Auguste Langford. Le nom flottait dans l'air vicié et enfumé de la chambre de motel. Langford. Je connaissais le nom, mais seulement comme un fantôme imposte dans un tableau de capitalisation, un énorme family office de la côte et qui avait investi des dizaines de millions dans les fonds initiaux de Foxbridge, mais qui n'avait jamais siégé au conseil d'administration, n'avait jamais assisté à une réunion. C'était l'argent invisible, et il était le père de la fille actuellement à Paris avec mon mari. Je ne sais pas ce que vous voulez, réussis-je à dire. Ma voix était creuse. Je veux des éclaircissements, dit Auguste. Sa voix était précise, détachée, comme s'il dictait une note de service. J'ai reçu un rapport de capital du 3e trimestre du bureau de Monsieur Marlowe cet après-midi. Il ne concorde pas avec mes propres dossiers. L'écart est significatif. Il fit une pause. Le silence au bout du fil était lourd, absolu. Cet écart suggère l'une des 2 possibilités, poursuivit-il. Soit vous, Madame Marlowe, en tant qu'architecte des opérations internes de l'entreprise et la femme qui est censée vérifier chaque ligne, êtes profondément incompétente. Je me hérissai, le dos se redressant. Je ne le suis pas, non, acquiesça-t-il, le son plat. Je ne crois pas que vous le soyez. J'ai lu toutes les notes de service opérationnel que vous avez écrites depuis 2017, celles signées F. Bryant. Vous êtes méticuleuse, ce qui ne laisse que la 2e possibilité, bien plus intéressante, Elliott Marlowe joue un jeu très dangereux avec mon argent. Pourquoi me dites-vous cela? Murmurai-je, ma main serrant le combiné en plastique bon marché. Parce que mon équipe privée enquête sur votre mari depuis 6 mois. Les finances sentent mauvais depuis un certain temps. Mais ça. Il laissa échapper un soupir sec et froid, dépourvu de toute émotion. Cette performance emmenait ma fille, une enfant de 22 ans, dans un jet privé financé par l'une de mes propres filiales au moment même où il exclut sa directrice de l'exploitation et sa femme de ses propres comptes qui ne sont pas professionnels, c'est de l'arrogance. C'est une décision incroyablement stupide, et elle m'a forcé la main. Je vous appelle, Madame Marlowe, parce que vous semblez être le seul adulte qui reste dans toute cette organisation. Mon esprit tournait, essayant de trouver l'angle. La pièce était sombre, la seule lumière provenant de la fissure dans les rideaux, illuminant la moquette sale. Il offrait une bouée de sauvetage, mais cela ressemblait à une autre chaîne. Elliott, le charmant sauveur qui m'avait sorti de Chicago. Maintenant Auguste, le froid sauveur, m'appelle dans un motel. Juste un autre homme riche déplaçant ses pièces sur l'échiquier. Alors, c'est quoi, Monsieur Langford? Dis-je, injectant une couche du sarcasme de l'Ohio de ma mère dans ma voix. Le sauvetage paternel que vous appelez pour sauver la pauvre épouse abandonnée? C'est ça votre coup? Je le testais, je le poussais. Je m'attendais à ce qu'il soit offensé. Au lieu de cela, il était simplement impatient. Ne soyez pas ennuyeuse, Madame Marlowe. Je suis un homme d'affaires. Je ne perds pas de temps avec les sentiments. La température dans la pièce semble abaisser de 10 degrés de plus. J'appelle, continua-t-il, sa voix revenant à ce calme glacial,
parce que j'ai passé les 72 dernières heures à lire votre dossier, pas les profils de magazine flatteur, le vrai. Votre contrat de mariage, clause 14, sous-section B, et plus important encore, votre accord d'actionnaire révisé, article 7.3. Il les citait. Il citait les clauses exactes pour lesquelles je m'étais battu. Mon cœur, que je pensais arrêter, commença à battre un rythme lent, lourd et douloureux contre mes côtes. Il avait fait ses devoirs. Elliot et ses avocats sont négligents, dit Auguste, une note de dégoût authentique dans sa voix. Dans leur hâte de construire sa marque publique, ils ont laissé une vulnérabilité critique. Ces clauses, que je soupçonne que vous avez écrites vous-même, stipulent que toute nouvelle structure de fonds, en particulier toute entité offshore utilisant la marque Foxbridge et tirant parti du capital des investisseurs principaux existants, nécessite ma signature. Ai-je terminé? Ma voix à peine un murmure. Nécessite la signature manuscrite explicite de Faith Bryant en tant que partenaire cofondatrice originale, corrigea Teil. Pas conseillère stratégique, pas épouse, partenaire cofondatrice, ce qui signifie, Madame Marlowe, que l'ensemble du fonds Europa Vista, toutes ces sociétés écrans aux îles Caïmans, le voyage même qu'il effectue en ce moment repose sur une base de sable. Légalement, sans votre signature sur ces documents, ces SPV ne sont pas seulement instables, ils sont frauduleux. Je me suis affaissé sur le bord du lit de motel affaissé. Les disques durs cryptés dans mon sac de voyage sont soudainement devenus 10 fois plus lourds. Il avait raison. Elliot était allé trop vite, trop arrogamment. Il m'avait évincé avant d'obtenir ma signature sur le nouveau fonds. Il pensait que mon silence était garanti. Il pensait que j'étais battu. Alors, continua Auguste, sa voix une lame acérée, je vous offre une relation d'affaires, pas un sauvetage. Je vous fournirai une équipe juridique complète, les meilleurs experts comptables légistes du pays, un endroit sur où vivre et une ligne de crédit opérationnelle, à effet immédiat. Vous ne serez pas pauvre demain matin. La voiture, les vêtements, le pantouse, ils sont sans importance. L'air dans la pièce semblait rare. Je pouvais à peine respirer. Et en retour, vous ouvrirez ces fichiers que je sais que vous avez, ceux que vous cachez dans votre placard. Vous donnerez à mon équipe chaque email, chaque virement bancaire, chaque feuille de calcul que vous avez collectée. Vous nous direz tout ce qu'Elliot Marlowe a caché, pas seulement à moi, mais à la SEC. Je ne veux pas qu'il soit corrigé. Je veux qu'il soit démantelé. Démantelé? Le mot résonna dans la pièce bon marché et vide. C'était précisément ce que je voulais, mais les conditions étaient mauvaises. Je regardais mon reflet sur l'écran de télévision sombre, un fantôme, une femme qui venait d'échanger un propriétaire contre un autre. Non, dis-je. Il y eut un long et dangereux silence au bout du fil. Je l'avais défié. Vous devrez développer, dit-il, sa voix plate. J'apprécie l'offre, monsieur Langford. Vraiment, mais j'en ai fini d'être une passagère. Je ne vais pas échanger le contrôle d'un homme puissant contre celui d'un autre. Je ne serai pas votre arme. Je ne veux pas qu'un autre homme dirige ma vie. Ma voix tremblait, mais je pensais chaque mot de ce que je disais. Je l'entendis rire. C'était le même son sec de porte de coffre-fort que lors du premier appel. Bien, dit-il. C'est précisément ce que j'avais besoin d'entendre. Je n'ai aucune utilité pour un autre enfant gâté qui a besoin d'être géré. Une fille qui fait l'idiote à Paris, c'est bien assez. Il fit une pause, et sa voix s'adoucit juste une fraction, mais c'était là. J'ai besoin d'une partenaire, Faith, et vous avez besoin d'un intermédiaire. Ne compliquons pas les choses. Quant aux commentaires sur la fille, disons simplement que je protège ma famille. Et Elliot vient de placer votre personne et vos parts fermement de mon côté du grand livre. Le mot flottait dans l'air fille. Ce n'était pas chaleureux. Ce n'était pas paternel. C'était une déclaration d'alliance, une déclaration d'actif. Il prétendait être moi, mais contrairement à Elliot, il revendiquait mon esprit, pas mon image. Je suis resté là, sentant la fumée et l'eau de Javel Rance, la proposition juridique insultante de l'avocat d'Elliot dans ma boîte de réception. Je pouvais la signer. Je pouvais prendre la généreuse prime de départ, disparaître dans l'un de ces studios Queen et vivre une vie tranquille et humiliée. Je pouvais être l'option mûre. Ou je pouvais monter dans une voiture avec cet homme froid et terrifiant. Je pouvais utiliser l'archive que j'avais constituée. Je pouvais réduire en cendres toute la structure pourrie et me tenir dans les cendres. Je ne veux pas de compensation, monsieur Langford, dis-je,
ma voix claire et définitive. Je ne veux pas de prime de départ. Je veux le contrôle. Je veux une entreprise. Un autre battement de silence, puis une approbation. C'est, dit Auguste Langford, la bonne réponse. Le contrôle est toujours le prix. Le reste n'est que bruit. Que se passe-t-il maintenant? Vous allez dormir. Demain matin, à 9 heures précises, une berline Mercedes noire vous attendra sur le parking du motel. Le nom du chauffeur sera Arthur. Il ne vous parlera pas. Vous lui donnerez votre téléphone actuel, et il vous en donnera un nouveau. Qu'en est-il de mes affaires? Le Pantouse. Oubliez le Pantouse, dit-il avec dédain. Le Pantouse est une boîte pleine de ses affaires. Laissez les clés sur le bureau du motel. Laissez-le se demander. Ma fille pense toujours que Paris est la destination pour nous. Faites, la destination est la salle de conseil. La ligne se coupa. Je ne bougeai pas pendant longtemps. L'enseigne au néon à l'extérieur de la fenêtre projetait une faible lueur rouge maladive sur le mur. Je suis allé dans la petite salle de bain dégoûtante et je me suis regardé dans le miroir fêlé au-dessus du lavabo. Mes cheveux étaient plats, mon visage pâle. Je ressemblais à une réfugiée, mais mes yeux n'étaient pas les yeux d'une victime. C'étaient les yeux d'une conspiratrice. Je n'étais plus Madame Elliot Marlowe, la jolie et intelligente épouse du PDG. J'étais une partenaire dans une prise de contrôle hostile. Je suis retourné dans la pièce, j'ai pris mon sac de voyage et je l'ai fermé à glissière. J'ai pris l'accord de séparation à l'amiable que j'avais apporté du Pantouse, celui que j'avais refusé de signer. J'ai déchiré le papier épais et coûteux en deux, puis en deux à nouveau, et j'ai jeté les morceaux dans la poubelle débordante. Je venais de choisir mon camp. La Mercedes qui est venue me chercher au motel était silencieuse. Le chauffeur, Arthur, était exactement comme Auguste l'avait décrit, bâti comme un coffre-fort, et il ne parlait pas. Il a pris mon iPhone fissuré et le téléphone jetable bon marché que j'avais acheté, me tendant un appareil crypté mince et lourd dans un étui noir. Nous n'avons pas conduit jusqu'à New York. Nous avons conduit vers le sud jusqu'à Philadelphie, nous garant dans le garage souterrain d'un immeuble de grande hauteur qui était cher mais résolument anonyme. C'était un appartement d'entreprise loué par une société écran sous le nom de F. Bryant, consultant financier. C'était propre, stérile et sans personnalité. C'était une salle de guerre. Le lendemain matin, elle est arrivée, Marisol Vega. Elle n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle n'était pas une patricienne argentée de la vieille école. C'était une femme compacte dans la quarantaine, avec des yeux perçants, les cheveux tirés en un chignon sévère et un tailleur si parfaitement ajusté qu'il ressemblait à une armure. Elle ne m'a pas serré la main. Elle a placé 2 mallettes noires identiques sur la table à manger en verre, les a ouvertes d'un coup sec et a installé son ordinateur portable. Auguste me verse une somme d'argent obscène pour gagner, dit-elle, sa voix un roquement grave. Elle n'a pas fait de présentation. Je ne m'occupe pas des divorces. Je m'occupe de la fraude en valeurs mobilières. Je suis ici pour une seule raison, m'assurer que vous n'alliez pas en prison pour les crimes de votre mari, et si le temps le permet, faire en sorte que plusieurs hommes très riches dorment dans le genre de pièce où vous étiez juste avant. J'ai déballé mes disques durs, les archives, les classeurs que j'avais sortis du Pantouse. Voici tout, dis-je. 8 ans de données. Pendant les 18 heures suivantes, nous n'avons pas dormi. Nous avons travaillé. L'équipe de Marisol, 2 experts comptables légistes qui semblaient à peine assez vieux pour voter mais qui se déplaçaient avec une rapidité terrifiante, a commencé à établir la chronologie. Nous avons ingéré les données. Nous avons recoupé le calendrier de voyage d'Elliot avec les virements bancaires. Nous avons cartographié le flux d'argent de nos fonds légitimes vers le trou noir des SPV des Caraïbes. Et puis, le deuxième jour, je l'ai vu. L'un des comptables a signalé un transfert. 5 millions, dit-il en tapotant l'écran. Foxbridge Capital à Europa Vista Holdings 5e, il y a 3 mois. Je n'ai jamais vu ce virement, ai-je dit en me penchant. Mais vous l'avez autorisé, répondit le comptable, d'un ton neutre. Il a zoomé sur le PDF de l'ordre de transfert. Elle était là, une signature électronique, F. Bryant. Mon sang s'est glacé. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ce n'est pas ma signature. Marisol, qui était enfouie dans une pile de documents de constitution, était instantanément à mes côtés. Elle fixa l'écran. Répétez ça. Ce n'est pas la mienne, dis-je, ma voix tremblant.
C'est proche. Il a scanné une ancienne signature et l'a transformée en un tampon numérique. Mais la boucle sur le F est mauvaise. Je ne le fais jamais de cette façon. Je me suis souvenu de l'email d'Elliott à son avocat, celui que je n'étais pas censé voir. Il vaut mieux lui faire signer certains des documents de responsabilité. Gardez-la accrochée. Il n'avait pas seulement l'intention de me pousser vers la sortie. Il était activement en train de me désigner comme bouc émissaire. Marasol m'a regardé, ses yeux dépourvus de pitié, seulement de calcul. Cela change tout. Ce n'est plus un divorce. Ce n'est plus un combat d'entreprise. C'est de l'autoconservation, faite. Il ne vous a pas seulement mis à l'écart. Il vous a impliqué sur le champ. Si ce fonds s'effondre, vous êtes la co-signataire d'un virement bancaire frauduleux. Vous êtes une co-conspiratrice. L'air dans la pièce stérile est soudainement devenu mince. L'objectif n'était plus seulement la vengeance. L'objectif était de rester en vie. Auguste a appelé ce soir-là sur le nouveau téléphone sécurisé. C'était une vidéoconférence. Son visage était sévère, encadré par une bibliothèque aux panneaux de bois sombre. Marasol et moi étions assises côte à côte à la table en verre. Je lui ai parlé de la contrefaçon. Il n'a pas réagi. Il a simplement hoché la tête comme si je venais de confirmer la météo. Je m'en doutais, dit-il, sa voix un grondement froid. Les amateurs sont toujours négligents. C'est pourquoi nous avançons prudemment. Maintenant, que je sois clair sur ma propre position. Il a ensuite exposé sa moitié du conseil. Au cours des 6 derniers mois, alors que son équipe financière signalait les rapports créatifs de Foxbridge, Auguste avait discrètement acheté, il n'avait pas utilisé son propre nom. Il a opéré par le biais de 3 sociétés écrans obscurs basées au Delaware, toutes gérées par le cabinet de Marasol. Il rachetait les petits investisseurs nerveux. Elliott, dans son arrogance, les considérait comme 3 fonds passifs distincts. Il n'a pas vu la seule main se refermer sur lui. Depuis ce matin, a déclaré Auguste, j'ai discrètement acquis une participation majoritaire de 54% dans Foxbridge Meridian Group. Elliott croit qu'il est l'actionnaire majoritaire. Il ne l'est pas. Il est un employé très bien rémunéré dans une entreprise que je possède. Il ne le sait tout simplement pas encore. Il s'est penché vers la caméra. Je n'aime pas, dit-il, sa voix empreinte d'une froide fureur, être traité comme un distributeur automatique stupide. Alors, nous frappons, dis-je, mon sang battant la chamade. Nous convoquons une réunion d'urgence. Non, dit Marasol, me coupant la parole. Nous ne dévoilons pas notre jeu. Nous déposons. Nous construisons la cage avant de l'agiter. Pendant la semaine suivante, l'équipe de Marasol a lancé une guerre procédurale silencieuse. Ils ont déposé une avalanche de requêtes dans le Delaware et à New York, toutes soigneusement formulées pour ressembler à de l'entretien bureaucratique. Des requêtes de conservation des données ont été envoyées au service informatique de Foxbridge. Des assignations à témoins de conservation des dossiers de tiers ont été envoyées aux banques des îles Caïmans. Des demandes d'audit de routine. C'étaient des fils de détente juridique discrets. L'équipe juridique d'Elliott les verrait, mais elle les rejetterait comme les dépôts de nuisance de l'avocat spécialisé dans les divorces d'une épouse mécontente. Elle ne verrait pas l'attaque coordonnée d'un avocat spécialisé dans les valeurs mobilières. Mon travail consistait à construire l'arme. J'étais l'initié. Marasol avait besoin de moi pour traduire les données en crime. Je me suis assise à cette table en verre pendant 72 heures à écrire. J'ai constitué le dossier de l'initié. Je n'ai pas seulement montré les virements bancaires. J'ai expliqué pourquoi ils étaient frauduleux. J'ai montré comment l'équipe d'Elliott avait systématiquement gonflé les évaluations prévisionnelles de nos propriétés de Miami de 20% juste avant une levée de fonds. J'ai signalé les honoraires de conseil qui, je le savais grâce à des emails supprimés, étaient des pots de vin versés à un conseiller municipal corrompu. J'ai sorti les notes de frais montrant comment Elliott avait enfoui le coût du jet de Paris, ses dîners personnels et les virées de shopping de l'ENA sous le budget du développement du projet Europa Vista. C'était la partie la plus difficile, l'attente. Nous devions laisser Elliott continuer à croire qu'il gagnait. Le laisser rester à Paris, a ordonné Auguste au téléphone. Le laisser se sentir victorieux. Chaque bouteille de vin à $1000 qu'il achète à ma fille est une autre accusation d'appropriation illicite d'actifs du fonds, mise sur écoute. Le laisser continuer à envoyer des emails incriminants depuis son compte d'entreprise. Le laisser creuser. Alors j'ai dû regarder.
Je me suis assise dans cet appartement stérile, les stores tirés, et je me suis forcé à regarder Instagram. Léna a posté une photo d'eux au Louvre avec la légende « Culture plus capitale ». Quelqu'un a tagué Elliot sur une photo dans un restaurant 3 étoiles au guide Michelin, levant un verre, ressemblant au roi du monde. Mon estomac s'est tordu, mais ce n'était pas de la jalousie. Plus maintenant. C'était froid et rageur. Chaque publication était une autre pièce à conviction. Pièce à conviction A, le gala. Pièce à conviction B, l'opéra. Puis, 3 jours plus tard, le téléphone sécurisé a sonné. C'était Auguste. Il est temps, dit-il. Il a expliqué le coût final. Une série de gros transferts de plusieurs millions de dollars pour le fonds Europa Vista devait être finalisée dans 48 heures. Ces virements déplaceraient la majeure partie du capital des investisseurs vers les comptes offshore. Il y a une clause dans l'accord de partenariat Foxbridge original, a déclaré Auguste, dont je suis sûr que vous vous souvenez, l'article 7.3. Je le connaissais par cœur. C'était la clause pour laquelle je m'étais battu avant mon mariage. Elle stipule qu'en cas de litige entre dirigeants ou de questions de fraude, la présence physique des associés fondateurs dans le principal territoire d'exploitation est requise pour l'arbitrage. Marasol dépose l'injonction en ce moment même dans le Delaware, a déclaré Auguste, citant la signature falsifiée comme preuve de fraude. Cela va geler ces transferts. Elliot sera pris au dépourvu, mais pour contester son autorité et activer la clause, vous devez être physiquement présente. Vous êtes l'autre associée fondatrice. Vous devez être à Paris. Le lendemain, j'étais à l'aéroport international de Philadelphie. Je n'étais pas dans le salon privé. Je ne traversais pas le tarmac jusqu'à un G650. J'étais dans le terminal A, porte 17. J'étais au siège 24B, un siège en classe économique plus, coincé entre un vendeur de logiciels et une femme avec un petit enfant. C'était le renversement humiliant ultime de la vie que j'avais connue. Mais sur mes genoux se trouvait le nouvel ordinateur portable crypté. Dans la soute de l'avion se trouvait mon sac de sport contenant les copies papier des archives. Je n'étais pas Faith Marlowe, l'épouse rejetée du PDG. J'étais Faith Bryant, le témoin clé et le mandataire du nouvel actionnaire majoritaire. L'avion a commencé sa course au décollage, les moteurs gémissant, me repoussant dans le siège rembourré bon marché. J'ai regardé par la petite fenêtre en plastique les nuages. Elliot était là-haut quelque part, des kilomètres devant, buvant du champagne dans son jet privé, pensant qu'il était un conquérant. J'étais à l'arrière du bus, survolant le même océan avec une guillotine dans mon sac de cabine. Et pour la première fois de ma vie, j'étais celle qui se sentait vraiment dangereuse. Pendant qu'Elliot et Léna dînaient à Lulverne, suspendus dans une bulle de lumière à l'intérieur de la tour Eiffel, j'étais dans un café exigu du 6e arrondissement, buvant un espresso amer dans une tasse en céramique épaisse. Ils étaient un portrait de la perfection de l'argent neuf. Léna dans une robe de soie blanche rirait, levant son verre de champagne pour un autre selfie. Elliot dans un costume bleu sur mesure jouerait le rôle du mentor indulgent et puissant, sa main reposant sur son genou sous la table. Il vivait le rêve qu'il vendait. Moi, en revanche, j'étais assise en face de Marasol Vega, et d'un avocat français très sévère et d'allure très coûteuse nommé Antoine. Le café était petit, sentant le vieux café et la pluie. Étendue entre nous sur la minuscule table en marbre se trouvait une pile de documents juridiques. Ceci, dit Antoine, son anglais précis, est la session à l'arbitre. C'est une citation d'urgence. Nous demandons au tribunal de commerce sur la base de votre déclaration sous serment. Il tapa sur le document à côté de ma tasse. Vous attestez sous peine de parjure que votre signature a été falsifiée sur les principaux documents de financement pour Europa Vista Holdings 1, 2 et 3, ce qui est le cas. J'ai dit, nous. Il a dit, sans être impressionné, le résultat est le suivant, une ordonnance judiciaire effective dans 1 heure, gelant tous les transferts de capitaux de ces entités. Les comptes seront bloqués en attendant une audience probatoire complète. J'ai ramassé le stylo lourd et démodé. Alors que Léna publiait une story de son dessert, une sphère de chocolat parfaite saupoudrée d'or, je signais mon nom. Une signature pour interrompre un transfert de 5 millions de dollars. Une autre pour geler le SPV des Caïmans. Une troisième pour alerter la banque suisse qui détenait le capital de nos investisseurs. Chaque trait de plume était un fil coupé. Chaque signature était un nœud se resserrant autour du cou du fantasme européen d'Elliot. Marasol m'a regardé, un petit sourire sinistre sur son visage. Il séjourne au Plaza Athénée,
dit-elle en vérifiant son téléphone sécurisé. Suite 801. Auguste atterrit dans 20 minutes. Il a réservé la suite présidentielle au 9e étage, directement au-dessus d'eux. J'ai terminé la dernière page. Pourquoi, ai-je demandé, confuse. Pourquoi dans le même hôtel? Pourquoi ne pas laisser l'injonction frapper et le regarder paniquer de loin? Marisol a commencé à ranger les documents signés dans sa mallette. Auguste pense que les menteurs ont besoin d'une scène, dit-elle en fermant la serrure d'un coup sec. Il veut voir le visage de votre mari. Il veut lui annoncer la nouvelle en personne. Du point de vue de Léna, le rêve ne faisait que s'améliorer. Elles avaient fait du shopping sur l'avenue Montaigne. Elle avait des sacs de Chanel et Dior, tous payés avec la carte Black Centurion liée au fonds de développement Europa Vista. Elle était la star de son propre film, mais les fissures se voyaient, même si elle ne les voyait pas. Elliot était devenu tendu, son téléphone étant attaché en permanence à sa main. Il s'en prenait à son directeur financier par SMS, ses messages étant courts et brutaux. « Gère la peur, l'incertitude et le doute », a-t-il écrit. « Où je trouverai quelqu'un qui le peut. » Peur, incertitude et doute, c'est ce que représentaient les dépôts juridiques de Marisol. Juste un peu de sable dans les engrenages, rendant les grands investisseurs nerveux. « Est-ce que tout va bien ?» avait demandé Léna au petit déjeuner, faisant la moue en faisant rouler une framboise autour de son assiette. « Ce ne sont que de vieux investisseurs qui ont des sueurs froides, » avait dit Elliot en forçant un sourire. Il l'embrassa. « Rien que je ne puisse gérer. Maintenant, nous avons une réunion cet après-midi, et ensuite la nuit est à nous. » La réunion était avec une banque à Zurich, un appel vidéo pour finaliser le dernier transfert de capitaux massifs. Elle était prévue à 15h, heure de Paris. À 14h55, alors qu'Elliot redressait sa cravate dans le miroir de la suite 801, le conseiller général de la banque s'est joint à l'appel plus tôt. « Monsieur Marlowe », a déclaré le banquier suisse, sa voix plate et apologétique, « nous devons reporter. Nous venons de recevoir une ordonnance judiciaire d'urgence du tribunal de commerce. Tous les actifs du fonds liés aux entités Europa Vista sont gelés, avec effet immédiat. » Le sang d'Elliot s'est glacé. Il fixa l'écran. « C'est impossible. C'est une erreur. » « Ce n'est pas une erreur, » a déclaré le banquier. « Elle est signée par un juge. Elle a été déposée au nom de Madame Fed Bryant. » Le monde d'Elliot s'est arrêté. Il a mis fin à l'appel sans dire un mot. Il fixa le mur, la façon dont il était encore en train de traiter, essayant toujours de calculer. Lorsque la sonnette a retenti, il a supposé que c'était le service de chambre, du champagne, peut-être un déjeuner tardif. Il était en train de composer l'email furieux et menaçant à ses avocats dans sa tête lorsqu'il a ouvert la porte lourde. Ce n'était pas le service de chambre. Dans le couloir se tenait Auguste Langford, son visage sculpté dans du granit. À côté de lui se trouvait Marisol Vega, tenant une épaisse mallette en cuir. À côté d'elle se trouvait Antoine, l'avocat français, et debout à côté d'Auguste, me regardant directement dans les yeux, c'était moi. Je n'étais pas la femme qu'il avait laissée dans le Penthouse. Je n'étais pas l'épouse pleurante et hystérique. J'étais vêtu d'un tailleur simple, gris foncé. Mes cheveux étaient tirés en arrière. Mon visage était calme. Je ne tenais rien. Le visage d'Elliot a traversé 3 phases distinctes et rapides, un choc total suivi d'une confusion paniquée, atterrissant sur un masque de pure rage blanche. « Faites », souffla-t-il, sa voix un murmure venimeux. « Qu'est-ce que c'est? Qu'avez-vous fait? Pouvons-nous entrer ?» La voix d'Auguste Langford a traversé l'air, basse et puissante. Il n'a pas attendu de réponse. Il a dépassé Elliot pour entrer au centre de la magnifique suite, le reste d'entre nous suivant comme une marée. « Qu'est-ce qui se passe, Elliot? » « Qui est ?» La voix de Léna s'est éteinte alors qu'elle sortait de la chambre. Elle portait un peignoir d'autel blanc. Ses cheveux étaient enveloppés dans une serviette. La moitié de son visage était couverte d'un masque de fond de teint. Elle s'est arrêtée net quand elle a vu son père. « Papa » a-t-elle murmuré, sa voix enfantine. « Que fais-tu ici ?» Auguste ne l'a même pas regardé. Ses yeux étaient rivés sur Elliot. « Monsieur Marlowe » a déclaré Auguste, « vous êtes dans ma suite. »« C'est ma suite » a rétorqué Elliot, essayant de reprendre ses esprits, gonflant sa poitrine. Suite 801. « Non » a déclaré Auguste. « Vous êtes dans une suite payée par mon capital, à partir d'un fonds dans lequel je suis le principal investisseur, donc c'est ma suite. »
Il fit un geste vers la pièce opulente, les sacs de shopping, la bouteille de champagne à moitié vide. Merci pour l'hospitalité. Il s'est dirigé vers le bureau orné et a placé un dossier lourd à spirale sur le dessus en marbre. L'étiquette sur le dos était imprimée en lettres noires austères, preuve phase 1. Depuis 8 heures ce matin, a déclaré Auguste, sa voix désinvolte comme s'il parlait de la météo, mes sociétés de portefeuille ont pris une participation majoritaire de 54% dans Foxbridge Meridian. Vous n'êtes plus PDG. Vous êtes un employé et un employé qui est sur le point d'être licencié pour motif valable. Elliot a ri, un son aigu, mince et désespéré. Vous êtes fou. Vous êtes c'est fait. C'est une tactique de divorce. Elle est obsédée. Elle essaie de me ruiner. Il m'a désigné du doigt. Elle a volé des données. Elle est vindicative. Elle ne peut pas supporter d'être quittée. Il s'est tourné vers Auguste. Et vous? Vous la laissez faire ça. Elena, je la mentorai. C'est un talent brillant et c'est du harcèlement. Auguste a simplement attendu que la crise de colère se calme. Quand Elliot a eu fini, respirant fortement, Auguste a ramassé une seule feuille de papier dans la mallette de Marisol. Est-ce votre email, a-t-il demandé, envoyé depuis votre compte d'entreprise à votre directeur financier, Gérald Ince, il y a 3 semaines. Il en a lu, si elle cause des problèmes, laissez-la simplement assumer la responsabilité des documents. Elle est toujours ma femme. Ils seront indulgents. Le visage d'Elliot est devenu blanc. Il était tellement sûr qu'il avait été supprimé. Lena, debout près de la porte, a finalement compris. Son visage s'est effondré. Papa, quel document? Auguste a finalement tourné son regard froid vers sa fille. Les documents, Lena, pour les sociétés écrans dans les îles Caïmans sur lesquelles aime. Marlowe a mis ton nom, celle qu'il utilise pour blanchir ses honoraires de conseil. Tu n'es pas sa partenaire. Tu n'es pas sa petite amie. Tu es sa mule. Le sang-froid de la jeune fille s'est brisé. Elle a poussé un gémissement, un son vraiment brisé. Mais sa rage, née d'un pur droit, n'était pas dirigée contre Elliot. Elle n'était pas dirigée contre moi. Elle était dirigée contre son père. Tu as fait ça, a-t-elle crié, des larmes coulant sur son maquillage. Tu t'immisces toujours. Tu essaies de ruiner ma vie. Je l'aime. J'ai regardé tout cela se dérouler, ce théâtre grotesque de droit et de fraude. J'ai regardé au-delà d'eux par la grande fenêtre les toits de Paris. La ville était belle, indifférente, et je me suis soudainement senti légère. J'étais la seule personne dans cette pièce qui n'appartenait à personne. Elliot appartenait à son ego. Lena appartenait à l'argent de son père. Auguste appartenait à son besoin de contrôle. Je n'appartenais à rien. Je vivais de mes données, de ma mémoire, de mes compétences. Auguste, ai-je dit, ma voix coupant les sanglots de Lena. Tout le monde s'est arrêté. Puis-je avoir quelques minutes seul avec Monsieur Marlowe? Auguste a étudié mon visage, puis a hoché la tête. Marisol, Antoine, attendons dans le couloir. Lena, habille-toi. Tu viens avec moi. Ils sont sortis, me laissant seul avec mon mari. L'air dans la pièce était lourd de sa haine et de ma victoire calme et froide. Toi, a-t-il sifflé, son visage déformé. Toi, ingrate de basse classe, je t'ai faite. Tu as fait de moi un bouc émissaire, Elliot, ai-je dit. J'ai sorti mon nouveau téléphone sécurisé et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement dans ma poche. Tu as mis mon nom sur des documents frauduleux. Je t'ai protégé, a-t-il crié en faisant un pas vers moi. C'était juste une sécurité intégrée. Tu es toujours ma femme. Juridiquement, il ne viendrait jamais après toi. J'enlevais la pression du fond. Tu as coupé mes comptes, ai-je dit, ma voix égale. Tu m'as laissé sans rien. Je t'ai laissé une offre généreuse, a-t-il crié. Je t'ai laissé une issue et tu lui as amené Auguste Langford. Tu crois qu'il est ton ami? C'est un requin. Il t'utilise pour voler mon entreprise. Il n'a pas falsifié mon nom, ai-je dit. Il m'a regardé, la réalité de sa situation se faisant finalement jour. Le combat l'a quitté. Il était un ballon qui se dégonflait. Faites, a-t-il murmuré, essayant le vieux charme, le dernier geste désespéré. Chérie, nous pouvons arranger ça. Toi et moi. Nous avons construit ça. Nous pouvons le pousser vers la sortie.
Dis-moi ce que tu veux. Le Penthouse. La moitié que tu veux, la moitié. C'est à toi. Rappelle les justes. Rappelle ses avocats. J'ai tout enregistré, les aveux, les menaces, le marchandage pathétique et désespéré. J'ai arrêté l'enregistrement. C'est fini, Elliot. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Marisol et Auguste attendaient. Elliot m'a dépassé en trombe, son visage un masque de sueur et de rage. Je vais me promener, a-t-il grogné. Je vais appeler mes avocats. Vous aurez de leurs nouvelles. Il s'est précipité dans le couloir jusqu'à l'ascenseur privé. Il a appuyé sur le bouton. Il n'a pas regardé en arrière. Je l'ai regardé partir. Une promenade ne lui fera pas beaucoup de bien, a déclaré Marisol en vérifiant sa montre. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient pour lui dans le grand hall d'entrée en marbre du Plaza Athénée, 2 officiers en uniforme de la brigade financière française attendaient. Ils étaient accompagnés d'un homme en costume sombre de l'ambassade américaine. M. Elliot Marlowe, dit l'un d'eux, avec un fort accent français. Elliot se figea. Nous avons une requête du ministère de la Justice des États-Unis, continua l'homme, poli mais ferme. Nous devons vous demander de nous accompagner et nous retiendrons votre passeport pendant la durée de l'enquête. La nouvelle de la détention d'Elliot à Paris a frappé les fils financiers à 4 heures du matin, heure de New York, au moment de l'ouverture des marchés. Le scandale Foxbridge était la seule chose à la télévision. L'explosion a été immédiate et catastrophique. Nos partenaires cotés en bourse ont vu leurs actions s'effondrer. Les investisseurs, des fonds de pension massifs au petit family office, étaient en pleine panique. La tour de verre de Foxbridge Meridian, celle que j'avais aidé à construire, était en feu. J'étais de retour aux États-Unis, installé dans un bureau austère et anonyme dans l'une des propriétés new-yorkaises d'Auguste Langford. Marisol avait été explicite. Vous ne devez pas être vu. Vous ne devez pas parler à la presse. Vous ne devez en aucun cas ressembler à une épouse vengeresse. Vous êtes un témoin important et la cofondatrice d'une entreprise en crise. Laissez les avocats parler. Alors, j'étais assise 20 étages au-dessus de la ville dans une pièce sans nom sur la porte et je regardais l'incendie que j'avais allumé. J'avais une vue directe et angoissante sur le siège de Foxbridge, à seulement 3 pâtés de maison. On aurait dit un navire que j'avais conçu, maintenant à l'arrêt, prenant l'eau rapidement. Puis la deuxième bombe est tombée. Une vidéo divulguée par un employé anonyme est devenue virale. Elle provenait d'une ancienne fête de Noël d'entreprise. Elliot, rouge de champagne, tenant la cour avec un cercle de jeunes analystes. Il racontait une histoire, sa voix pâteuse d'arrogance. La clé de tout voyage en Europe, se vantait-il, c'est le bon stagiaire. Un stagiaire est juste un bagage à main, en réalité, et Paris est toujours plus amusant quand vos bagages savent se taire. Le clip était partout en 1 heure. Il n'était plus seulement un PDG potentiellement corrompu. Il était le symbole vivant de la pourriture des entreprises, un cauchemar ambulant des ressources humaines. Elliot a finalement été libéré de la garde à vue française, son passeport confisqué. Il a été autorisé à retourner aux États-Unis, mais il a été cloué au sol sous surveillance fédérale. Son arrivée à JFK n'a pas été le retour triomphal d'un conquérant. C'était un cirque médiatique. Il a été pris en embuscade par un mur de caméras, son visage pâle et furieux, tandis que sa nouvelle équipe de relations publiques de crise, très chère, le poussait dans un SUV noir. Leur contre-attaque a commencé le lendemain matin. Le récit était simple et vicieux. Elliot Marlowe, le visionnaire, était la victime. Il était la cible d'une prise de contrôle hostile coordonnée, d'un coup d'état d'entreprise illégale. Et il a été orchestré par 2 personnes, un vautour prédateur et à l'ancienne, Auguste Langford, et sa femme amère, instable et vindicative. Ils ont utilisé ma vie contre moi. Ils m'ont dépeinte comme la fille de l'Ohio, dévorée par l'ambition et le ressentiment de classe. J'étais la chercheuse d'or qui, en apprenant que son mari la quittait, a décidé de brûler tout le royaume plutôt que de s'en aller. C'était une bonne histoire. C'était presque crédible. Auguste a ignoré tout cela. Il a traité la tempête médiatique comme du mauvais temps. Il a simplement convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration de Foxbridge. La réunion s'est tenue dans une salle de guerre neutre, le principal centre de conférence du cabinet d'avocats de Marisol. C'était une tombe insonorisée, lambrissée d'acajou. Vous serez là, m'avait ordonné Auguste, pas en tant que Madame Marlowe, pas en tant que conseillère.
Vous assisterez en tant que Madame Fed Bryant, cofondatrice et témoin principal. Quand je suis entré derrière Auguste et Marisol, l'air dans la pièce était chargé d'hostilité. Les membres du conseil d'administration restants, ceux qu'Auguste n'avait pas rachetés, m'ont regardé comme si j'avais personnellement mis le feu à leur portefeuille. Ils voyaient Auguste comme un requin et moi comme le poisson pilote qui l'avait conduit à la mise à mort. C'est un scandale, Auguste. Howard Vance, le membre le plus âgé du conseil d'administration, lança avant même que nous nous soyons assis. Vos jeux personnels ont amené les fédéraux à notre porte. Vous avez détruit la valeur actionnariale. C'est une vendetta personnelle et vous avez utilisé cette femme pour le faire. Auguste prit simplement son siège à la tête de la table. Howard, dit-il, sa voix un grondement froid et silencieux, c'est Monsieur Storm Marlowe qui a amené les fédéraux à votre porte. Je ne suis que celui qui a allumé les lumières. Madame Bryant est ici pour vous montrer exactement ce que vous approuviez dans l'obscurité. C'était mon tour. Je sentais le sang battre dans mes oreilles. Je me suis dirigé vers la tête de la table. J'ai branché mon ordinateur portable crypté sur l'écran principal. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas parlé de Paris, du motel ou du post-it. Je leur ai donné les chiffres. Bonjour, dis-je, ma voix stable. Ce que vous regardez, c'est le système comptable parallèle que je tiens depuis 4 ans. Pendant 60 minutes, j'ai été la femme de l'Ohio. J'ai été la femme qui a construit les tableaux de bord. J'ai été la nettoyeuse. Je leur ai montré le faux virement bancaire avec ma fausse signature. J'ai mis la date du transfert à l'écran juste à côté de la date à laquelle Elliott m'a muté au poste de non-cadre. Je leur ai montré les documents de constitution pour les SPV des îles Caïmans signés par Lena Langford, datés de seulement 3 jours après le début de son mentorat. Je leur ai montré les évaluations immobilières originales et précises de notre projet de Miami, puis les versions modifiées et gonflées qu'Elliott avait envoyées aux investisseurs, en les recoupant avec ses propres courriels exigeant que les chiffres soient optimisés pour la levée de fonds. J'étais la cartographe et je leur ai montré exactement où le train avait déraillé. Quand j'ai fini, la tombe était silencieuse. Howard Vance, l'homme qui complimentait autrefois mes robes, était cendré. Il fixa l'écran, puis les épais classeurs que l'équipe de Marisol avait placés devant lui. Il regarda Auguste, puis moi. Il laissa échapper un long soupir las et se frotta le visage. Mon Dieu, murmura-t-il à l'homme à côté de lui. Nous avons laissé le beau gosse conduire le train. Nous n'avons même jamais pris la peine de vérifier si la cartographe lui disait de ralentir. Auguste se leva. La marque Foxbridge est morte. La carrière d'Elliott Marlowe est terminée. La seule question est de savoir si ce conseil d'administration sombre avec lui ou si nous récupérons les actifs. Il exposa les conditions de la reddition. 1. Elliott Marlowe démissionnera de tous ses postes avec effet immédiat. 2. Il renoncera à la totalité de sa participation au fonds de compensation que nous établissons pour indemniser nos investisseurs. 3. Nous coopérons pleinement avec la SEC et le ministère de la Justice. Nous leur livrerons Elliott et, en échange, nous obtiendrons l'immunité pour l'entreprise elle-même. Il fit une pause, puis me regarda directement. Et 4. Nous allons nous restructurer. Nous allons former une nouvelle entité à partir des actifs propres et performants, et Madame Fed Bryant sera nommée présidente exécutive de la transition. C'était une victoire totale, un coup d'état complet. C'était contrôlé. J'aurais dû me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me sentais malade. Une partie de moi, la partie qui était assise sur ce lit de motel bosselé, voulait allumer une allumette à toute la proposition. Je voulais crier non. Je voulais forcer un dépôt de bilan du chapitre 7. Je voulais liquider chaque bureau, chaque serveur, chaque bail. Je voulais retirer chaque dernier dollar du bâtiment en feu et laisser Elliott, le conseil d'administration et toute l'entreprise se transformer en cendres. Mais j'ai pensé aux 400 autres employés, les comptables de Chicago, les analystes de Miami, le personnel administratif de New York qui avait toujours été gentil avec moi, les gens qui n'avaient jamais été dans un jet privé, qui n'avaient jamais volé un sou. Ils seraient tous au chômage demain, leur pension, leur vie, leurs avenirs, tous des dommages collatéraux dans ma guerre. J'étais debout sur la ligne entre la justice et la destruction et je n'avais aucune idée de quel côté aller. Le conseil d'administration a demandé 24 heures pour consulter son conseil, ce qui était le code pour la reddition. Alors que Marisol et moi rangions nos porte-documents, son téléphone sécurisé vibra. Elle regarda le message, puis moi, son expression illisible.
Une demande, dit-elle, de la part du nouvel avocat de Lena Langford. Elle est de retour à New York. Elle est dans l'appartement de sa mère. Elle est bouleversée. Elle refuse de parler à Auguste. Elle ne parlera qu'à vous. J'ai accepté. Le lendemain matin, nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence vide, au-dessus de la ville. La fille qui est entrée n'était pas la stagiaire confiante et glamour du Plaza Athénée. Elle avait 22 ans, portait un survêtement ample, ses cheveux étaient emmêlés. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle avait l'air terrifiée. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est effondrée sur une chaise et a commencé à sangloter. Je ne savais pas, étouffa-t-elle, les mots se bousculant. Je jure devant Dieu, faites, je ne savais pas. Il m'a dit que les papiers n'étaient que des formalités. Il a dit que c'était un test pour me responsabiliser. Il a dit que j'étais une naturelle. Je pensais que nous construisions quelque chose. Je pensais qu'il m'aimait. Elle était terrifiée. Terrifiée par la prison. Terrifiée par son père, qui, ai-je appris, avait gelé sa fiducie et toutes ses cartes de crédit. Et, plus pathétiquement, elle était terrifiée qu'Elliot la déteste pour avoir gâché ça. Je me suis assise en face d'elle et la rage blanche que j'avais portée pendant des mois a finalement commencé à se calmer. Elle a été remplacée par une froide et profonde pitié. Elle n'était pas une architecte de cela. Elle n'était qu'un autre de ses outils. Elle était victime de la même illusion dans laquelle j'avais autrefois cru. Seulement, sa version était plus pathétique. Elle était un miroir d'une moi plus jeune et plus naïve, mais avec de plus mauvais goût en matière d'homme. « Que veux-tu, Lena » demandai-je, ma voix plate. « Je veux que ça disparaisse » murmura-t-elle. « Je veux qu'il aille bien. » J'ai pris une profonde inspiration. C'était le premier vrai test de mon nouveau pouvoir. « Il ne va pas aller bien » dis-je, ma voix tranchante. « Et tu es dans de sérieux problèmes. Tu es la signataire de plusieurs entités frauduleuses. » Je ne savais pas n'est pas une défense juridique. Cela l'a plongée dans une nouvelle vague de panique. Je l'ai laissé pleurer un moment, mais j'ai dit, tu as une seule voix et je te l'offre. Elle leva les yeux, ses yeux désespérés. Tu donneras à ton avocat chaque courriel, chaque message texte, chaque mot de passe pour les comptes qu'Elliot t'a fait ouvrir. Tu signeras une déclaration sous serment complète et détaillée expliquant tout ce qu'il t'a dit de faire. Tu coopéreras pleinement et complètement avec la SEC et le DOJ. Mon père, murmura-t-elle, il va me tuer. Il va me déshériter. Non, dis-je, en échange de ta coopération totale, je demanderai à ton père de te protéger. Il utilisera son influence considérable pour s'assurer que les procureurs te voient comme un témoin important, pas comme une co-conspiratrice. Tu auras probablement une amende et une probation, pas de prison. Il paiera ta thérapie et tu retourneras à l'école, tu termineras tes études et tu apprendras à construire une vie qui ne dépend pas de l'approbation d'un homme riche. Elle me fixa, la bouche ouverte, saisissant enfin la bouée de sauvetage que je lui offrais. Je me suis levé. Je n'étais pas venu à cette réunion pour être gentille. J'étais venu pour obtenir un témoin et neutraliser une menace. Mais en sortant de la pièce, la laissant appeler son avocat, j'ai réalisé que c'était la première fois dans toute cette guerre que j'avais choisi de baisser le chauffage au lieu de simplement verser plus de combustible sur le feu. C'était un matin d'automne, vif et impitoyable. La tour de verre du siège de Foxbridge était entourée, non pas par la police, mais par la presse. Un anneau de camionnettes blanches des médias, des antennes paraboliques pointées vers le bâtiment comme des armes. Ils attendaient tous la même chose, voir si l'Empire Marlowe survivrait ou si c'était son exécution publique. Je suis sorti d'une berline noire. Je ne portais pas une robe à $1000. Je portais un simple tailleur gris foncé que j'avais acheté il y a 2 jours. Il était fonctionnel. C'était une armure. Les caméras ont flashé. Un mur de lumière blanche aveuglante. Des microphones ont été enfoncés dans mon visage. Faites, est-ce vrai au sujet de la prise de contrôle? Divorces-tu pour l'entreprise? Combien Auguste Langford t'a-t-il payé? Je n'ai rien dit. J'ai gardé les yeux fixés sur la porte de verre tournante. Je les ai traversés, mon visage figé, et je n'ai pas regardé en arrière. La salle du conseil d'administration était une tombe. L'air était épais et mort. Les membres du conseil d'administration étaient déjà là, pâles et silencieux, sirotant des cafés. Auguste était assis à la tête de la table, à sa place. Puis les portes se sont ouvertes et Elliot est entré.
Il était flanqué de 2 avocats. Il portait un costume sombre, mais il était froissé. Le col de sa chemise était légèrement froissé. L'énergie vibrante et magnétique avait disparu. Il avait l'air mince, gris et épuisé. Et autour de sa cheville gauche, juste visible au-dessus de sa chaussure italienne coûteuse, il y avait le plastique noir dur d'un bracelet de surveillance GPS ordonné par le tribunal. C'était le contraste visuel le plus frappant et le plus complet avec l'homme que j'avais vu sur les couvertures de magazines. Il m'a regardé en prenant son siège. Ses yeux n'étaient pas tristes. Ils n'étaient pas apologétiques. Ils étaient un mélange toxique et désespéré de haine pure et d'un dernier espoir vacillant de manipulation. Auguste ne s'est pas levé. Il n'a pas élevé la voix. Il a simplement commencé « Bonjour. Nous sommes ici aujourd'hui pour officialiser l'avenir de cette entreprise en fonction des conclusions de notre enquête interne et en coopération avec les autorités fédérales. » Il a été direct. Il était froid. Il a résumé les conclusions d'un ton monotone, transfert illégal d'actifs de fonds, détournement flagrant de capitaux à des fins personnelles, y compris, mais sans s'y limiter, il a lu les dates et les dépenses du voyage à Paris, le shopping, les dîners, abus de pouvoir exécutif et complot pour frauder les investisseurs. L'avocat d'Elliott a commencé à parler, mais Elliott l'a interrompu. C'est une blague, a déclaré Elliott, sa voix rauque. Ce n'est rien d'autre qu'une erreur administrative, une simple erreur comptable. C'est une action hostile et vindicative de ma femme. Ma cliente n'a pas été votre femme dans aucun sens significatif depuis un certain temps, la voix de Marisol a coupé l'air, tranchante comme du verre, et son nouveau partenaire. Elliott a insisté, sa voix craquant, pointant un doigt tremblant vers Auguste. Il l'utilise pour voler mon entreprise. Auguste a simplement haussé un sourcil. Il baissa les yeux sur le dossier devant lui. Monsieur Marlowe, faites-vous référence à l'erreur comptable dans ce courriel envoyé de votre compte à Monsieur Ince décrivant le plan visant à la maintenir responsable de la responsabilité européenne? Il fit glisser une copie sur la table. Ou peut-être l'erreur administrative détaillée dans ce fichier audio enregistré à Paris, où vous admettez avoir falsifié sa signature et tenté de la corrompre avec la moitié de l'entreprise pour qu'elle renonce aux avocats? Il a appuyé sur un bouton, ma voix, puis celle d'Elliott a rempli la pièce silencieuse. Tu as falsifié mon nom. Je t'ai protégé. C'était juste une sécurité. Elliott s'enfonça dans sa chaise, le visage blanc. Ou peut-être, continua Auguste, sa voix implacable, vous voulez dire l'action vindicative détaillée dans cette déclaration sous serment signée de ma fille Lena Langford, avec tous les messages textes détaillant chaque SPV que vous lui avez fait signer comme un test de sa responsabilisation? Il laissa tomber le dernier document épais sur la table. Échec et mat. Il n'y avait pas d'autre histoire à raconter. L'héritier quitta la pièce. Auguste regarda autour de la table. Nous passons à l'avenir de Foxbridge. Il fit une pause et ses yeux me trouvèrent. Il se leva. C'était la première fois qu'il le faisait. C'était un geste de respect. Madame Fed Bryant, dit-il, sa voix résonnant. Elle n'est pas seulement une cofondatrice. Il s'avère qu'elle est la seule personne dans cette pièce qui sait comment construire quelque chose de valeur sans le voler à quelqu'un d'autre. Il me regarda directement, son visage sévère, mais ses yeux étaient autre chose. Il s'adressa à toute la pièce, aux investisseurs, aux avocats, à Elliott. Voici Fed Bryant. Pour moi, elle est une fille. Non pas parce qu'elle a épousé ou divorcé de quelqu'un, mais parce que ses mains, ses compétences et son intégrité sont les seules choses qui viennent de sauver tous les autres dans cette entreprise de la ruine totale. Le mot fille atterrit dans la pièce silencieuse avec la force d'un coup de marteau. C'était une déclaration. C'était une adoption. C'était un transfert de pouvoir, plus définitif que n'importe quel certificat d'action. À l'arrière, le téléphone d'un attaché de presse était toujours allumé, diffusant l'audio dans le hall. Le mot fille résonna sur les fils d'actualité. J'ai appris plus tard que Lena, regardant la diffusion en direct depuis l'appartement de sa mère, l'avait entendu et avait pleuré en silence. Elliott regarda d'Auguste à moi et de retour à Auguste. Il l'a vu. Il l'a finalement vu. Il n'avait pas d'allié. Il était une île et la marée était montée jusqu'au bout. Nous allons maintenant voter, dit Auguste en s'asseyant. La résolution a été lue. 1. Elliott Marlowe démissionne de tous ses postes. 2. Il renonce à la totalité de sa participation au fonds d'indemnisation des investisseurs. 3.
il signera un accord contraignant lui interdisant à vie d'occuper un poste de direction ou de membre du conseil d'administration dans toute entreprise cotée en bourse. L'alternative, ajouta Auguste, comme une pensée après coup, est que ce conseil vote la dissolution. Nous remettons l'intégralité du dossier non atténué au bureau du procureur de l'ONU et ils poursuivront les accusations plus graves de complot et de racket, qui entraînent un minimum de 10 ans de prison fédérale. Le vote était une formalité. Une série d'yeux silencieux et vaincus ont fait le tour de la table. C'était unanime. Puis j'ai parlé. J'ai une dernière condition, dis-je. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Elliot me regarda avec une petite et pathétique lueur d'espoir. Voulait-elle l'art du penthouse? Je ne vais pas, dis-je. Construire un nouvel avenir sur une fondation pourrie. Le nom Foxbridge est un poison. La structure est compromise. Je propose une scission. Nous allons créer 2 nouvelles entités juridiques. L'entité propre contiendra tous les actifs stables, performants et rentables. Elle sera rebaptisée. Ces actions seront redistribuées avec une part importante détenue pour les employés seniors qui ont choisi de rester. L'entité sale détiendra tous les projets frauduleux d'Elliot, les mauvaises dettes et les responsabilités juridiques. Cette entité sera soumise à une faillite et à une liquidation ordonnée pour payer ce qui est dû. Je ne prenais pas seulement le relais. Je pratiquais une intervention chirurgicale. Je séparais le cancer des tissus sains et je laissais le cancer mourir. Le conseil d'administration a accepté sans un mot. C'était fini. Alors que nous sortions de la salle du conseil d'administration, la presse s'est précipitée dans le hall. Elliot était flanqué de ses avocats qui avaient l'air d'avoir vu un fantôme. Des gardes de sécurité ont formé une barrière pour le guider vers la sortie. Il s'est arrêté juste au moment où il me dépassait. Il m'a regardé, son visage un masque de rage moite et pathétique. « Tu vas le regretter, siffla-t-il, sa voix basse et désespérée. Tu vas regretter de ne pas m'avoir gardé. » Je l'ai regardé. Je l'ai regardé droit à travers lui. Je n'ai rien ressenti. Pas de haine, pas d'amour, pas de colère. C'était comme regarder une maison que j'avais vendue il y a des années. Ce n'était qu'un bâtiment. Ça n'avait rien à voir avec moi. Je me suis détourné de lui et j'ai marché vers Auguste, qui attendait près de l'ascenseur. J'ai du travail à faire, lui dis-je, ma voix claire. Dîner de famille plus tard, monsieur. Il a compris. Il a souri. Un petit sourire sinistre. Bien sûr. Va travailler. J'avais accepté son soutien. Je n'avais pas accepté son contrôle. L'épilogue n'est pas une longue histoire. C'est un seul moment de calme. C'est 6 mois plus tard. Je suis dans un nouveau bureau. Ce n'est pas une tour de verre. C'est dans un bâtiment de briques solides d'avant-guerre. L'enseigne sur la porte de verre dépoli est simple. Elle dit Bryant Communici. C'est une nouvelle entreprise née d'actifs propres. Elle est détenue majoritairement par ses employés. Nous construisons et gérons des logements durables axés sur la communauté. Je suis assise à un simple bureau en bois en train de regarder un ensemble de plans. Ils sont pour un nouveau complexe résidentiel à usage mixte. C'est dans l'Ohio. C'est à 2 pâtés de maison de la rue où ma mère vivait dans ce petit appartement plein de courants d'air. Je prends mon stylo. La nuit où mon riche mari a emmené sa stagiaire à Paris, j'ai pensé que j'avais tout perdu. Il s'avère que c'était la nuit où j'ai cessé d'être la femme de quelqu'un et où j'ai commencé à être l'architecte de ma propre vie. Et quant à ce que son père m'appelle fille, c'était juste un rappel. À partir de maintenant, tout homme puissant qui veut se tenir à mes côtés, qu'il s'agisse d'un mari ou d'un investisseur, devra apprendre à se tenir à mes côtés, pas devant moi. Merci d'avoir écouté mon histoire. Veuillez commenter ci-dessous et me faire savoir d'où vous écoutez. J'aimerais communiquer et partager nos pensées.